on va aller au chapitre 2. Donc, le chapitre 2, le but du chapitre 2, c'est l'étude de l'image binaire. Donc, l'image binaire, c'est quoi? C'est l'image, la représentation la plus simplifiée d'une image. Les valeurs des pixels, soit 0, soit 1. 1 ici représenté en blanc et le 0 en noir. Techniquement, en fait, le 1, c'est 255. Pourquoi 255? Parce qu'on représente un pixel par un octet. Donc, une image binaire, ici, c'est, donc, elle représente uniquement deux valeurs. Ça ne veut pas dire que le 255, c'est du binaire. C'est juste que ça représente deux valeurs, soit le 0, soit le 1. Et donc, l'image binaire, c'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Dans le chapitre, donc, elle est représentée soit par 0, donc si elle est à l'intérieur un certain seuil t, ou par 1 si elle est supérieure ou égale à un certain seuil t. Alors, comment on peut obtenir une image binaire? Donc, une image binaire, elle peut être obtenue par exemple par un seuillage. Et donc, comment on fait un seuillage? Donc, on prend une image en niveau de gris. Donc, vous avez une image à droite, c'est l'image en niveau de gris. Donc, les valeurs des pixels ne sont plus binaires, mais elles sont comprises entre 0 et 255. Et on applique ce qu'on appelle un histogramme de niveau de gris. Et un histogramme de niveau de gris, ça donne, alors on a les abscisses et les ordonnées, ça donne le nombre de pixels qui ont une certaine valeur de niveau de gris. Je précise que généralement, c'est entre 0 et 255, on peut faire une autre représentation. Et on prend un threshold. Un threshold, c'est un seuillage, c'est un seuil. Donc, un seuil qui va déterminer, qui va binariser mon image. Donc, donc, ce qui sera supérieur à ce seuil aura la valeur 1, et ce qui est inférieur au seuil aura forcément la valeur 0. Donc, c'est ça un seuillage, la binarisation. Donc, la binarisation d'une image. Donc, voici l'image binaire obtenue après les seuillages. Donc, ça, c'est pour la première partie. Donc, ce sont des généralités de c'est quoi une image binaire, etc. Donc, la deuxième partie, c'est que ces images binaires, on peut extraire le but de l'image. Oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter depuis le début, s'il vous plaît, si c'est possible, bien sûr. Alors, je suis au premier slide. Hein. Ah oui. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Bon, allez, je vais recommencer pour les retardataires. Alors, je disais, une image binaire, c'est la représentation la plus simplifiée, c'est la représentation la plus simple d'une image. Donc, une image binaire, elle peut contenir seulement deux valeurs, donc soit 0, soit 1. D'où la nomination binaire. Alors, comment obtenir une image binaire? Je disais, alors ça c'est la formule pour dire que si c'est inférieur à un certain seuil, on a un 0, sinon c'est un 1. Alors, comment on peut obtenir une image binaire? Par simple seuillage. Un seuillage, c'est quoi? Donc, je prends une image au niveau de gris. Une image au niveau de gris, elle a des valeurs. Donc, les pixels qu'il y a dans cette image, elles ont des valeurs entre 0 et 255. Contrairement à une image binaire qui a soit 0, soit 255. Quand je dis 255, c'est la représentation d'un octet. Donc, ça veut dire c'est 1, comme on le voit à gauche. En blanc, c'est 1. En noir, c'est 0. Donc, dans l'image de droite, on a une image en niveau de gris. Donc, on a des pixels qui vont de 0 à 255. Et on applique ce qu'on appelle un histogramme de niveau de gris. Alors, qu'est-ce qu'on a en abscisse? Qu'est-ce qu'on a en ordonnée? Donc, on a le nombre de pixels qui ont pour valeur un certain niveau de gris. Donc, à gauche, c'est de 0. Donc, j'ai un certain nombre ici, cet histogramme, ça représente un certain nombre de pixels qui ont cette valeur 0, et ainsi de suite. En général, de manière générale, hein, mais je ne parle pas de cette image en particulier, mais en général, quand on a des objets dans des images, on aura des pics dans ces histogrammes. Hein. Donc, quand on cherche à trouver un seuil parfait, un seuil idéal qui permette d'extraire les objets des images, je cherche en général des pics, des valeurs d'histogrammes qui sont assez élevées. Donc, moi, je prends un au hasard. Donc, ça sera ce seuil ici, un seuil T. En anglais, c'est threshold, c'est un seuil. Et donc, tous les pixels qui seront inférieurs à ce seuil, on leur attribuera du 0, la valeur du pixel 0. Et celles qui sont supérieures ou égales à T, on va dire, en fait, ce sera du 1, donc ça sera du blanc. Et donc, quand on applique ça à l'image d'en haut, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une image binarisée où tous les pixels qui sont inférieurs à T deviennent automatiquement 0, et celles qui sont supérieures à 1 à T deviennent 1, donc en blanc. Et donc, ça, c'est pour les généralités sur les images. Donc, dans ce chapitre, vous avez fait généralité, vous avez fait la géométrie et puis la segmentation. Donc,
pourquoi on passe à la géométrie? On pense à la géométrie parce qu'au début, pour extraire des informations des images, on s'intéressait aux modèles mathématiques. C'était tout ce qu'on avait. On n'avait pas de machine learning, on n'avait pas de deep learning comme à l'époque comme maintenant. À l'époque, on n'avait que les modèles mathématiques. Et donc, parmi les modèles mathématiques, on pouvait extraire des informations géométriques, on pouvait appliquer des formules mathématiques pour extraire des informations géométriques. Et ces informations géométriques me permettent de décrire des images, d'écrire les objets, d'écrire les scènes, etc. Et donc, c'était très utile. Donc, comme ça, on faisait à l'époque. Donc, je vais juste mentionner ces deux propriétés qui sont la surface et le centre de gravité. Et en fait, c'est le barycentre de l'image. Alors, la surface, c'est quoi? Donc, j'ai une image binaire. Donc, voilà. Donc, j'ai une image binaire. Pourquoi elle est binaire? Parce qu'il y a du 0 et du 1, et du blanc et du noir. D'accord? Donc, ici, en X, ce sont les lignes. En Y, c'est les colonnes. Et donc, là, l'image, elle est représentée par une fonction qu'on appellera B, ici, pour binary, pour binaire. Et donc, elle a en entrée des coordonnées X et Y. Donc, si je suis ici, je suis quelque part aux coordonnées x, y, y, et elle a une certaine valeur. Ici, en l'occurrence, c'est 1. Si je suis ici, par exemple, je vais dessiner. Voilà. Donc, si par exemple, je suis. Alors, je vais prendre une autre couleur. Voilà, plutôt. Oui, donc pourquoi en noir? On va faire du rouge. Voilà. Donc, si je suis là, par exemple, c'est du noir. Si je suis là, par exemple, c'est du blanc. Donc, selon les coordonnées xi, yi, ma valeur de pixel va valoir soit 0, soit 1. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Normalement, c'est très clair. Il faut être interactif parce que je ne vous vois pas. Donc, soit vous me répondez dans le chat. D'accord? Oui, madame, c'est clair. Oui, c'est clair. Très bien. Donc, la surface, c'est quoi? En vrai, donc j'ai cette image binaire. Donc, on va effacer tout ça. Supprimer. Donc, j'ai cette image binaire. Si je veux calculer la surface d'un objet, en vrai, c'est la somme de tous les pixels blancs. Et donc, la somme de pixels blancs, donc, comme on est. C'est quoi? C'est l'intégrale de cette fonction. Et donc, ici, comme on a deux paramètres, donc x et y, deux paramètres en entrée, donc j'aurai une double intégrale. Une intégrale sur x et une intégrale sur y. Donc, ça sera la somme de tous les pixels qu'il y a à l'intérieur de cette image. Donc, c'est ça la surface d'une image binaire. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le centre de gravité ou le barycentre. Et en fait, le barycentre, en vrai, comment je pourrais une technique simple de trouver le centre. Moi, j'aurais pu prendre le x max, le x min, faire la moitié, et puis faire pareil, le y min, y max, et je trouvais la moitié. Sauf que ce centre ici, c'est pas le vrai centre, c'est un centre artificiel. Il ne délimite pas une véritable information sur le centre. Pourquoi? Parce que les valeurs de pixels, en vrai, elles sont distribuées. Ici, par exemple, j'ai rien. Ici, j'ai du 0. Donc, ce centre-là, il ne représente pas la réalité. Le barycentre, il prend en considération l'absence ou la présence d'informations des pixels. Ça veut dire que c'est une somme pondérée, c'est une moyenne pondérée. Et une moyenne pondérée, c'est quoi? Donc, c'est la somme, donc c'est la même formule que tout à l'heure, donc c'est la double somme des pixels fois x, donc leurs coordonnées, divisé par la surface. Donc, c'est une moyenne pour chaque pixel de leurs coordonnées. Et donc, on fait ça pour le x, et on fait ça pareil pour le y. Ça me donne le centre de gravité. Parce que je me rappelle quand même qu'on avait fait au lycée le barycentre. Je ne me rappelle plus du nom en arabe, honnêtement. Mais c'est la même chose, c'est le même principe. Alors, ce barycentre ou ce centre de gravité, tous ces calculs qu'on est en train de faire, ça porte un nom. C'est un nom assez charmant. Ça s'appelle des moments. Alors, faut pas avoir très peur de ces mots-là, parce que c'est comme, je ne sais pas comment on dit l'espérance en probabilité. En statistique, quand on décrit des formes géométriques, on appelle ça des moments. Donc, un moment, c'est une formule mathématique qui décrit une forme géométrique. D'accord? Donc, quand on parle de surface, on appelle le moment zéro. Quand vous lisez plus tard, si vous continuez à faire de la vision, ou faites de la recherche, ou encore si vous devez travailler plus tard dans l'industrie, enfin, je sais pas, dans la vision en général, si vous trouvez quelque chose du nom moment zéro, sachez que c'est la surface, donc c'est juste ça, d'accord?
Et si vous trouvez quelque chose qui s'appelle moment 1, c'est ça, c'est le calcul du centre de gravité x, y. D'accord? Il y a des moments d'ordre supérieur, donc on appelle ça les moment d'ordre 0, moment d'ordre 1. Donc, moment d'ordre 0, c'est la surface, moment d'ordre 1, c'est le centre de gravité. Il y a des moments encore supérieurs qui sont encore plus, plus avancés. Par exemple, le moment d'ordre 2, il me donne l'orientation de ma forme géométrique. Le moment d'ordre 3, à certains moments, on peut faire encore plus de calculs statistiques sur la forme, et on comprend même plus ce que ça donne. C'est juste des moments statistiques, c'est des représentations statistiques de ces informations géométriques. Alors, tout ça, c'est bien joli, sauf que les intégrales, moi, je trouve ça, c'est pas du tout facile à calculer. Donc, en fait, ce qu'on fait en vrai, parce que on a la chance quand même, quand on est informaticien, c'est de travailler sur un monde discret. Et donc, en fait, une image, c'est une matrice. Cette fonction mathématique, bx, y, en vrai, on la représente sous forme matricielle. Et donc, sous forme matricielle, elle est discrétisée. Et donc, on a une discrétisation. Et donc, la double intégrale, elle devient une double somme. Et là, c'est très, très facile. Il suffit de faire... c'est très, très facile à calculer manuellement. C'est très, très facile à programmer. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on aura deux boucles forts qui vont parcourir mon image, donc en ligne et en colonne, et je fais mes calculs, ce que je veux avec mon image. Et ça, c'est très, très, très beau. C'est ça qui fait le parallèle entre les mathématiques et l'informatique, en tout cas en vision, c'est qu'on arrive à implémenter les mathématiques, chose que peut-être d'autres spécialités peut-être ne font pas, je ne sais pas. Mais l'informatique, elle a cette beauté de programmer les maths. Et on le voit plus particulièrement en vision. Et donc, quand on a une image discrète comme ça, donc la surface, c'est quoi? Ben, c'est la somme des pixels qui sont en blanc ici. Donc, ça, on le sait. C'est la somme de tous les pixels. Mais bon, le 0, ça ne compte pas. Donc, le blanc, ça donnera toute cette surface qui est ici. Et ce sont juste des pixels. Ou bien comme on le voit d'un point de vue programmation, c'est juste une matrice. D'accord? Et donc, c'est pareil avec le centre de gravité. Donc, c'est une discrétisation des formules. Et donc, ça devient ça. Donc, ça devient les I fois les BIJ, BIJ et J, BIJ. Donc, c'est les coordonnées fois la valeur du pixel de ces coordonnées. Donc, ça, c'est pour la description des certaines propriétés géométriques des images binaires. Alors, ce qu'on remarque dans cette image, c'est qu'il y a un seul objet à l'image. Alors, on va passer à l'image suivante. Donc, maintenant, on passe à l'image suivante. Donc, à gauche, on a une image en niveau de gris. Je sais pas qui a pris ça, mais bon, c'est dans le cours. Donc, après, il y a l'image binarisée donc, de cette image à droite. Et ce qu'on remarque par rapport aux images précédentes, c'est qu'on a plusieurs objets. Alors, la question qui se pose, la question que je vais vous poser, est-ce que tout ce qu'on vient de voir là, les mathématiques qu'il y a derrière ici, est-ce qu'on peut les appliquer directement ici et est-ce que ça va me donner les mêmes informations? Eh ben, la réponse, je ne vais pas vous garder le suspense, c'est non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs objets. Et donc, quand je dis l'orientation, si je veux calculer la surface, bon, j'aurai la surface de tous les objets, mais je n'ai pas la surface de chaque objet. Si je cherche le centre de gravité ou le centre de l'image, ben, en fait, c'est chaque objet, il a son propre centre. Dire qu'il y a un centre de gravité pour tous les objets qui sont présents ici, ça n'a aucun sens. Et pareil pour l'orientation. Alors ici, je n'ai pas parlé de l'orientation parce que c'est très long à démontrer. Même le cours, je pense que vous n'avez pas trop détaillé, vous n'êtes pas entré en détail dedans. Vous ne pouvez pas parce qu'en vrai, chaque objet, il a sa propre orientation. Et appliquer une seule orientation pour tous ces objets, ça n'a aucun sens. Et donc, pour résoudre ça, on va appliquer ce qu'on appelle la segmentation. Et donc, dans le cours, vous avez vu 3 types de segmentation. Ce qu'on a dit, voilà, il y a plusieurs objets. Donc, il y a la nécessité de labelliser chaque objet individuellement. Donc, et c'est ça le but de la segmentation. La segmentation, elle est là pour pouvoir distinguer les objets les uns des autres. Et donc, elle apporte, c'est quoi la segmentation? C'est labelliser avec une certaine valeur unique chaque objet individuellement. D'accord? Et donc, dans le cours, ce que vous avez vu, c'est 3 types, pardon, 3 types de segmentation. Donc, vous avez vu le region growing, le sequential labeling et iterative modification. OK, alors le region growing, le principe, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a le cours. Le region growing, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les composantes connexes. Les composantes connexes, ça veut dire je démarre d'un point quelque part et je cherche dans le voisinage de celui-ci tous les points qui lui sont connectés. Et ainsi de suite. Pourquoi on dit region growing? Ça veut dire que c'est une région qui grandit. Donc, et ça va itérativement. Je vais d'un voisin et je cherche les voisins de ceci. Et ainsi de suite, de manière itérative, jusqu'à ce que je n'ai plus de voisins.
Par exemple, si je démarre ici, je cherche tous les voisins itérativement. J'aurai tous ces voisins et puis ces voisins-là jusqu'à ce que je n'ai plus de voisins et que j'ai complètement la forme. Et donc, en général, ça serait bien quand même qu'on ait pour une composante connexe un seul objet et qu'un objet soit représenté par une seule composante connexe. Donc, si je fais ça plusieurs fois itérativement sur cette image, par exemple, j'aurai plusieurs composantes connexes. Alors, le problème avec les composantes connexes, c'est que le choix du voisinage, il est important. Si j'ai des voisins que je choisis des voisins en croix, ça veut dire que j'ai 4 voisins, 2 horizontaux et 2 verticaux, ben, je peux avoir des problèmes. Pareil, si je prends 9 voisins, c'est-à-dire dans toutes les directions, nord, nord-sud, est-ouest, nord-est, sud-ouest et nord-ouest, sud-est, ben, je peux aussi avoir des problèmes. Et donc, il y a aussi d'autres techniques de region drawing qui prend par exemple des voisins en ruche, c'est-à-dire j'ai 6 voisins uniquement sous forme comme ça stellaire. Alors, le region drawing, c'est intéressant, mais il y a mieux. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle sequential labeling. Alors, sequential labeling, le principe, il est très intéressant aussi. Je prends une région, et selon un certain pattern, je vais décider si si ce pixel, c'est une nouvelle région, c'est une nouvelle composante connexe, ou bien est-ce qu'elle appartient à un autre groupe, ou bien non, est-ce que c'est carrément du background. Et ça, de manière itérative, mais ce qui est l'avantage du sequential labeling, c'est que je fais une seule passe. Je passe une seule fois sur l'image, et hop, je peux décider si mes objets, si mes pixels appartiennent à une composante ou à une autre. D'accord? Donc en une seule passe. Donc c'est un peu plus rapide que region growing et il règle beaucoup de problèmes de region growing. Et l'iterative modification, ici, alors vous en avez parlé, bon, c'est pas vraiment de la segmentation. Lui aussi, je pense, Monsieur Larabi, vous en a parlé dans la dernière partie du cours. Et en vrai, c'est pour extraire la squelettisation. Il y a une autre information, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette information de juste des composantes connexes, ça veut dire j'ai les régions qui composent mon objet, mais je peux avoir d'autres informations utiles, hein, par exemple comme la squelettisation. La squelettisation, c'est trouver un squelette, comme le nom l'indique, d'un objet. Donc, c'est une seule forme qui permet de représenter mon objet. C'est intéressant, par exemple, vous avez des applications, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec la Kinect, par exemple, vous pouvez extraire le squelette d'humain. Donc, et ce squelette, il est utilisé pourquoi? Il peut permettre, par exemple, de reconnaître la pose, l'estimation de la direction de la personne, de sa pose. Est-ce qu'elle est debout? Est-ce qu'elle va à droite? Est-ce qu'elle se dépasse vers la gauche? Et il y a une immense quantité d'applications qui bénéficient de ces algorithmes. Et donc, ça, c'est des algorithmes vraiment de base, donc il faut les comprendre. Donc, il faut bien les comprendre et il faut les appliquer. Donc, c'est tout pour le rappel. Non, ouais. Donc, c'est tout pour le rappel. Le chapitre 2, il est assez court. Je ne vais pas rentrer dans les détails et on va passer directement à la série de TD. Donc, la série de TD, elle est là. Alors, la série de TD. Alors, on passe à la série de TD qui est un peu lent. Voilà. Alors, la série de TD, c'est la suivante. Donc, master, voilà. Donc, on a le premier exercice qui dit quoi? Donc, on a déroulé l'algorithme sequential labeling sur l'image présentée sur le tableau suivant. Alors, avant qu'on commence, est-ce que vous avez compris un petit peu le rappel? Est-ce que vous avez bien compris le cours? J'imagine que oui. Mais est-ce que c'est clair, cette histoire d'image binaire? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence les exercices? Bon, bah, je vous vois pas, hein, donc il faut interagir. Si vous, c'est clair? D'accord. Vous n'avez pas de questions? Sinon, vous vous posez dans le chat, hein, si vous ne voulez pas parler. Pour l'instant, non, j'ai pas de questions. D'accord. Ok, bah, on passe directement aux exercices. Donc là, alors, il vous dit l'algorithme sequential labeling sur l'image présentée sur le tableau suivant. Alors, oulala, il vous a donné une très très grande image. Ah, il faut le faire manuellement. Alors, avant de commencer, donc on va commencer de l'arpel. D'accord? On va aller doucement. Faire la présentation. Alors, donc pour l'exercice numéro 1, donc on va rappeler d'abord, on va arrêter le. Voilà.
Voilà. Donc, pour l'exomètre numéro 1, donc on va rappeler c'est quoi le sequential labeling. Alors, le sequential labeling, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le principe de cet algorithme, c'est quoi? C'est de balayer l'image à l'aide d'une fenêtre. Donc, j'ai une fenêtre autour d'un pixel et de balayer toute l'image une seule fois et on fait la labellisation, donc la segmentation ou la labellisation des pixels au fur et à mesure qu'on rencontre des pixels du foreground. Donc, c'est au fur et à mesure que je balaye l'image que je change les labels de ce pixel. Et donc, je parcours l'image, à chaque fois que je rencontre un pixel intéressant, je fais des calculs et hop, je change le label de celui-ci, jusqu'à ce qu'on n'y ait plus, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin d'une image. Donc ça, c'est pour le principe. Maintenant, comment ça fonctionne? On va entrer un peu plus dans les détails. Donc, labelliser, comment on va le faire? Donc, on parcourt l'image, ça c'est clair, mais comment on change la valeur des pixels? Donc, on change la valeur des pixels, donc on va labelliser nos pixels selon les valeurs de ceux-ci, les pixels qu'on a dans notre fenêtre, ainsi que des patterns autour. Et donc, c'est quoi? Donc, voici l'exemple d'une fenêtre. Donc, j'ai une fenêtre qu'on appellera une fenêtre glissante. Cette fenêtre, elle est composée de deux lignes et deux colonnes. Et dans le pixel cible, le pixel cible, c'est le A. Donc, le A est le pixel cible ici. Et les voisins du pixel cible, donc A, ce sont le B, C et D. Donc j'ai 4 pixels autour du A que je vais évaluer que je vais évaluer dans ma fenêtre. D'accord? Donc, selon les valeurs de A, B, C et D, je vais choisir comment attribuer un label au pixel A. Donc A aura la valeur d'un certain label selon sa propre valeur à lui, A, ainsi que la valeur de ses voisins, B, C et D. D'accord? Donc voici pour l'algorithme, pour cet algorithme particulier qui s'appelle sequential labeling, il y a un certain nombre de patterns. Alors pourquoi on ne voit pas pixel cible? Alors, qu'est-ce qu'on alors le premier cas, c'est lorsque j'ai un pixel, mon pixel cible est égal à 0. Et donc, lorsque mon pixel X est égal à 0, c'est-à-dire qu'il appartient au fond. Et là, donc, peu importe les valeurs de B, C et D, qu'elles soient 0, que ça soit 0 ou 1, je vais attribuer à A, donc à la valeur, le label de A sera égal à 0. Donc, si A égale à 0, peu importe les voisins de celui-ci, il aura la valeur de label A. D'accord? Le deuxième cas, c'est le suivant. Si mon pixel A égale à 1 et que je suis entouré de pixels, alors B, C et D, ayant la valeur 0, le label de A, ce sera un nouveau label. Donc, si mon label actuel, c'est 5, mon prochain, je dis new label, ce sera 6. Si mon label actuel, c'est 0, le prochain label, c'est 1. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je rencontre la première fois un pixel de foreground, un pixel blanc. N'oubliez pas qu'on est dans des images binaires, donc soit j'ai 0, soit j'ai 1. Je rencontre pour la première fois un pixel blanc, qu'est-ce que je fais? Ben, automatiquement, je vois ses voisins, ils sont tous à 0. S'ils sont tous à 0, ça veut dire que c'est un nouveau pixel que je n'ai pas encore visité et il aura la valeur d'un nouveau label, tout simplement. Ça, c'est pour le deuxième cas. Le troisième cas, c'est le suivant. Je rencontre un pixel blanc, donc 1, A égale à 1, et j'ai la valeur d'un pixel, le pixel D. Cette fois-ci, il est labellisé. Dans le deuxième cas, on avait 0. Dans le troisième cas, on a D qui est labellisé. Alors là, je le représentais en rouge, c'est pour dire qu'il a un label. Et donc, dans ce cas-là, le A, mon pixel A, qui est ici, voilà, stylo. Donc, mon pixel qui est ici, il voit son voisin D qui a un label, il va hériter de son label. Donc, L de A il sera égal à L de D. Il faut juste remarquer aussi que peu importe la valeur de B et C, le A, il va hériter automatiquement du D. Donc, le D, le pixel, le voisin D est le plus fort de ses voisins. D'accord? On peut remarquer ça. Donc, c'est la première chose à remarquer. Le quatrième cas, c'est quand j'ai A, qui est ici, et j'ai un voisin C, et
les voisins B et D sont égaux à 0. Alors, dans ce cas-là, le pixel de A, il va avoir cette valeur, il va hériter du voisin C, tout simplement. Ça sera la même chose pour le B. Si mes autres voisins D et C sont égaux à 0, alors le pixel A, il va hériter du label de B. Donc, label de A, il sera égal à label de B. Et donc, les trois cas principaux, donc soit j'ai B et mes autres voisins, ils sont à 0, donc dans ce cas-là, j'hérite de B. Le cas d'avant, c'est j'avais un voisin C, il a un label, mais mes deux autres voisins, ils sont égaux à 0, alors j'hérite de C. Et le troisième, celui qu'on a vu, celui-là ici, celui qu'on vient de voir ici, donc si j'ai un voisin D, et là, peu importe la valeur de mes voisins B et C, le A, il va toujours suivre la valeur de D. D'accord? Maintenant, il reste un dernier cas. Et là, je pense que ça va composer un conflit. Ça veut dire que cette fois-ci, le B et le C, ils ont des valeurs. Le D, il est 0, évidemment. Pourquoi? Parce que si le D avait une valeur, automatiquement, on passe ici. Le B et le C, ils ont une valeur. Et le D a une 0. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit le B? Est-ce qu'on choisit le C? Comment on fait? Et donc, dans la règle, elle dit quoi? On dit que le label de A, il sera égal au label de B ou C, selon si B et C, c'est le même, bah, tant mieux. Par contre, si B et C ils sont différents, on va prendre le minimum entre B et C, et on va créer quelque chose qui s'appelle une table d'équivalence. D'accord? Et on va voir ça tout de suite dans un exemple. Donc, pour récapituler, on a 6 cas. Quand c'est 0, ben, je ne fais rien, ce sera 0. Donc, on ne s'intéresse pas aux pixels qui sont égaux à 0. Lorsque c'est égal à 1, donc c'est tous ces cas qui restent. Et donc, quand on a 1, qu'est-ce qui se passe? Si je suis entouré de 0, j'attribue un nouveau label. Si la valeur de D, si le pixel D, il a un label, donc le A, il va hériter automatiquement de D. Si le pixel de C et les autres sont égaux à 0, alors le LA, il va hériter de LC. C'est pareil pour B. Si D et C sont égaux à 0, alors A, il va hériter de B, tout simplement le label. Et il y a un seul cas de conflit lorsque B et C, ils sont égaux. Plutôt B et C, ils ont un label. Donc, si le label est égal, ben, c'est le même label, tant mieux. Si le label est différent, on va créer une table d'équivalence et on va prendre le minimum entre le B et le C. D'accord? Donc, on va voir ça tout de suite avec un exemple. Donc, voici un exemple. Donc, on a fait une petite image ici. Donc, ça, c'est une image. Donc, en 0, c'est le 0, c'est pour montrer qu'il y a du noir. Hein. Et le blanc, donc, c'est le 255. Ici, j'écris table parce qu'on va créer une table d'équivalence en cas de conflit. Donc, vous avez une image. Qu'est-ce qu'on va commencer? Eh bien, on va commencer par parcourir. On se rappelle le principe du sequential labeling. Je parcours l'image. Donc, voici mon image. Voici ma fenêtre. Je parcours ici. J'ai quoi? Il est où mon pixel cible? Ici, dans mon image, on a A, B, C, D. C'est le A. C'est A. Bravo. Donc, c'est... je vais prendre une autre couleur. Vous pouvez me prendre noir. Donc, c'est ce pixel ici. Et qu'est-ce qu'on a dit, la règle? On a 6 règles. Si vous vous rappelez, donc, on va voir ici, j'ai 0. Donc, peu importe ce que j'ai ici, ce label, il sera égal à 0. Je ne change rien. Donc, je ne m'intéresse pas en vrai aux pixels qui ont la valeur A, qui ont la valeur 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer. Je vais continuer. Donc, là aussi, c'est 0, donc je ne fais rien, j'avance. C'est 0, je ne fais rien, j'avance. Ah, là, j'ai 1, qu'est-ce qui se passe? Et donc, là, j'ai 1, qu'est-ce qui se passe? Je vois les autres cas qui me restent et je regarde mes voisins. Donc, là, j'ai mes voisins B, C et D qui sont tous égaux à 0. Donc, ça veut dire que c'est la première fois que je rencontre un 1. Ça veut dire qu'il n'a aucun voisin supérieur qui a été labellisé. Et donc, qu'est-ce que je lui fais? Je lui attribue un nouveau label. On revoit la règle ici. Si j'ai 1 et que les voisins autour, c'est 0, je lui ramène un nouveau label. D'accord? Donc, on revient ici. C'est 1, je lui attribue et je continue. Là, c'est 0, je ne fais rien. Là, j'ai 0, je ne fais rien. Là, j'ai encore un 1. Qu'est-ce que je fais? Je regarde les voisins. Je regarde les voisins, je vois que B égale à 0, C égale à 0, D égale à 0. Qu'est-ce que je fais? C'est comme si je rencontrais un nouveau label pour la première fois. Donc, je lui attribue la valeur 2. Et là, qu'est-ce que je regarde? OK, j'ai encore un 1 ici. Alors, quand je dis 255, c'est un 1, pour que ça soit clair pour tout le monde. 255, c'est 1. Est-ce que c'est clair, cette partie? D'accord. Alors, j'ai le 1 ici. Qu'est-ce que je fais? Je regarde encore les voisins. J'ai le voisin B, c'est à 0. Le voisin C,
il a un label 2. Le voisin D, il a un label 0. La règle, elle dit quoi? Bah, je regarde mon voisin le plus proche et j'hérite de son label. Donc, qu'est-ce que j'ai? 2. Le Très C, bien. il est à 2. Pardon, oui. Non, je dis que le C, il est à 2. Du coup, on affecte le 2. Voilà. D'accord. Je continue. Là, j'ai un 0. Ah, je fais rien. Et ben, je repasse ici. Alors, où est mon... C'est pas celui-là, mon pixel. Hein, Donc, c'est celui-là, mon pixel... mon pixel cible. Donc, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0, je fais rien, j'avance. 0, je fais rien, j'avance. 0, je fais rien, j'avance. Là, j'ai un 1. Qu'est-ce que j'ai? 255. J'ai le B égale à 1. J'ai le C égale à 0. J'ai le D égale à 0. Qu'est-ce que je lui transmets quoi? Je regarde mes voisins. J'ai pas de problème. J'ai une règle qui dit que le B, si j'ai un B, il a une information et les autres sont absents, et ben j'hérite du B. Et ben dans ce cas-là, j'ai 1. Voilà, bravo. Et donc après, je passe ici. Donc le prochain, c'est 0, je fais rien. 0, je fais rien encore. Et là, hop, je suis là, j'ai une valeur de pixel 255. Pareil, c'est la même règle que tout à l'heure. J'hérite du B. Voilà, donc j'aurai 2. Je fais encore la même chose, donc j'ai encore ce pixel ici. Ah, cette fois-ci, j'ai un cas particulier. Alors, quelqu'un de vous va me dire la valeur du pixel A, elle va hériter duquel de ses voisins. Bon, alors ici, c'est facile parce qu'ils sont similaires, mais lequel il hérite? Quelle est la règle qui est prioritaire? Est-ce que le A va hériter du B, du C ou du D? Je vous laisse un instant pour réfléchir. Non. Alors, de qui va hériter le D, le pixel A? Du B, du C ou du D? Une table? Non, avant de faire la table, non, la table, elle est là. Pardon. Oh là là. La table, ah là là, je suis allée descendue trop loin. Il faut revenir ici. Qu'est-ce qu'on a dit là? Ça, c'est le 0, ça, c'est le 1. La première fois, c'est facile. Lorsqu'on a le D, peu importe les valeurs voisines, le D est prioritaire. Donc, peu importe les valeurs des labels ici, qu'elles soient différentes, qu'elles soient égales à D, peu importe, ça sera toujours le D qui va hériter. Le A va toujours hériter du D. Le D est prioritaire par rapport à ses voisins, B et C. Donc, le D passe en priorité avant le A, avant le B et le C. Donc, le A va hériter du D avant qu'il n'hérite du B et du C. Pourquoi? Parce que peu importe les valeurs ici, je passe la valeur du D. Que ça soit 0, que ça soit 1, que ça soit le même label, que ça soit des labels différents, ça sera toujours le D. Et là, quand j'ai le C, quand j'hérite du C, il faut que la condition soit que les deux autres soient à 0. Quand j'hérite du B, il faut que les deux autres soient à 0. Donc, le B et le C sont moins prioritaires que le D. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Pour l'instant, est-ce que vous arrivez à voir pourquoi le B et le C sont moins prioritaires que le D dans ces tables-là? D'accord. Le dernier cas, c'est le cas de conflit. C'est lorsque j'ai un conflit. C'est un conflit entre le B et le C. Si le B et le C sont pareils, ben, tant mieux. Ça veut dire que le LA, il hérite, peu importe du B ou du C. Mais il faut voir qu'ici, le D égale à 0. Si le D était différent de 0, j'aurais pas de conflit. Pourquoi? Parce que le D est prioritaire. Mais ici, dans cette dernière table ici, le D est égal à 0. Et c'est là où j'ai le conflit entre B et C et que je dois nécessairement utiliser la table. Mais lorsque le D est différent de 0, peu importe les valeurs de ces B et C, comme on le voit ici, je vais hériter de D. Donc D est toujours prioritaire. Si D égale à 0, dans ce cas-là, je vais dans les trois tables en bas. Si D il a une valeur, le A va hériter du D, peu importe des valeurs de B et C. Si D égale à 0, comme ici, pardon, alors, comme ici, hein, ici et ici, donc le D ici est égal à 0, là je regarde la valeur du B et du C. Si B égale une valeur et 0 ici, bah, c'est facile, j'ai du B.
Ici, le B égale à 0 et le C a une certaine valeur, donc le A va hériter du C. Par contre, quand le B et le C sont en des valeurs, si elles sont pareilles, bon, j'ai pas de problème, j'hérite de un des deux, donc ça sera les deux, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est différent, on va utiliser une table d'équivalence, uniquement lorsqu'elles sont différentes. D'accord? Donc, quand elles sont différentes, la valeur du B et la valeur du C, donc là, on aura un conflit, et ce conflit, il peut être réglé avec une table d'équivalence. Mais vous observerez que le D égale à 0. S'il y a, par exemple, le D est égal à 1, ou une certaine valeur, peu importe, j'ai une valeur du D et dans ce cas-là, peu importe les valeurs de B et de C, on revient au cas ici, et le D, le A héritera du D. Donc, on va revenir, on va descendre ici. Donc, on va réavancer, on était là. Donc, on est là. Donc, on a le pixel A ici, il est entouré de 3 pixels. Donc, B, il a une valeur, C, il a une valeur, D, une valeur. Alors, ici, c'est simple parce que toutes ces valeurs, elles sont pareilles. Donc, peu importe, en vrai, on a juste à recopier. Mais en vrai, la règle, elle dit quoi? On dit que c'est le D qui transmet vers le A. Donc, on va copier la valeur du D, ça sera le 2. D'accord? On va continuer comme ça. Donc, là, on a 0. On va enlever la flèche parce que ça gêne. D'accord? Donc, là, on a le 0. On continue, on fait rien. On revient ici, on a 0, on continue, on fait rien. On fait le 0, on continue. Le 0, on continue. Ah, une autre valeur de pixels. La règle aussi, là, elle est facile. Le D égale à 0. Je regarde mes deux autres règles. Mes deux autres règles, elles me disent quoi? J'ai le B ici. Le C égale à 0, donc je ne peux pas hériter. Le B, il a une certaine valeur, je vais hériter du B. Hop, je continue. Et donc, cette fois-ci, j'ai le A ici. Et j'ai le voisin B qui est égal à 0, le voisin D qui est égal à 1 et le voisin C qui est égal à 1. Je vous pose la question, le A hérite quelle valeur? Valeur de D. D. Voilà. Donc, il héritera de D, ça sera égal à 1. Très bien. On continue. Le X ici, j'ai quoi? Le B égale à 0, le D égale à 0, le C égale à 1. Évidemment, j'hérite cette fois-ci du... Voilà. Alors, ici, là, c'est intéressant, ça commence à devenir intéressant. On a quoi? On a la valeur du pixel ici, du pixel cible. Le B qui m'indique la valeur, le label B2, et le C qui m'indique le label 1. Le D égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On est dans le dernier cas de tout à l'heure, le cas numéro 6. C'est lorsque le D égale à 0 et que j'ai des cas conflictuels. J'ai B et C ici qui sont différents. Alors, à votre avis, mon pixel A, il va avoir quelle valeur de label? Il va prendre la valeur 1 et on va mettre dans la table 1 égale à 2. Voilà. Alors, rappelez-vous, on est dans un cas conflictuel. Pourquoi? Parce que la valeur de B et la valeur de C, elles ne sont pas pareilles. Et puis, comme elles ne sont pas pareilles, on est obligé d'utiliser la table. Et donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Le A sera égal au minimum des deux. Donc, minimum entre 1 et 2, c'est le 1. Donc, je vais prendre le 1. Et je mets dans mon tableau L1 égale à L2. Ça veut dire le 1, L1 égale à L2. Le label 1 égale à L2. D'accord? Et je continue. Cette fois-ci, j'ai 250. Alors, le A, la valeur du B, c'est 2. La valeur du C, c'est 1. Et la valeur du D, c'est 2. Alors, la valeur du D, c'est 2. Et là, ma question que je vous pose, est-ce qu'on est dans un cas conflictuel ou un cas ordinaire? Ou bien, je vais vous reposer, voilà, voilà. Le prioritaire. Voilà, donc le A hérite duquel de ses voisins? Le D. Voilà, bravo. Donc 2. Et on continue. Cette fois-ci, j'ai le 1. Qu'est-ce qu'on a comme règle? J'ai aucun voisin, il n'a aucune information chez les voisins. Donc cette fois-ci, c'est comme si je rencontrais un nouveau label. Je labellise avec une nouvelle label. Ça sera 3. Je continue encore. J'ai le pixel 1. J'ai un de ses voisins qui est égal à 3 et les autres qui sont égales à 0. Je lui transmets. Il va hériter de son voisin le label 3. Et on continue. Et ainsi de suite. Donc cette fois-ci encore, c'est le même cas. Donc ça sera 3. Ça sera 3. Et là, j'ai un problème. Est-ce que vous voyez le problème? Lorsque j'ai le D qui est égal à 0, le B et le C, cette fois-ci, ils ont encore une fois des labels différents. Alors, je vous pose la question,
le A, il va hériter de duquel de ses voisins B et C. Et aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? La table d'équivalence. Oh, ça a sauté. Hein. On met le 1 comme label D'accord. et on dit que le label 1 est équivalent au label 3. Voilà. Donc, le A, il va hériter du B. Donc, il aura la valeur 1. Et on le met dans la table. Bon, ça a sauté l'animation, mais c'était L1 qui est égal à L3. Donc, on a une deuxième équivalence dans notre table. On continue avec l'exemple, le pixel suivant. Donc, on a ce pixel ici qui a comme voisin, bon, là, ils ont tous la même valeur, mais de toute façon, on irait toujours du D, donc ça sera la valeur 1. Oups, on continue, ce sera là pareil, ça sera avec la valeur 1. On continue avec la valeur 1, on continue avec la valeur 1. Et là, on a 0, on revient à la ligne. On revient à la ligne, cette fois, on a un voisin, le B, qui a la valeur 3, donc on continue. Et bien, on continue avec celui-ci. On continue encore, on transmet la valeur de D qui est égale à 3 à notre pixel A. On continue pareil. Alors, vous voyez bien ici, par exemple, le B et le C. Le B et C, ils sont conflictuels, hein, mais j'ai pas de conflit. J'hérite directement du 3. Pourquoi? Parce que le D est prioritaire. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui. Voilà. Oui. Donc là, j'ai pas de conflit. Je mets rien dans la table. Je passe directement. Là aussi, j'ai le B et le C qui sont conflictuels, mais c'est pas grave. Le D est prioritaire. Je transmets le 1. Pareil, le D et le D. Alors, une fois que j'ai parcouru mon image, une fois, je dois appliquer les tables d'équivalence. Donc, je regarde ma table d'équivalence et tous les labels qui sont pareils, donc L1 égale à L2 et L1 égale à L3, et je remplace donc tous les L2 et les L3 par la valeur de L1. Donc, une fois que j'ai fait ça, regardez, je change toutes les équivalences qu'il y a dans ma table dans l'image. Et ça a du sens. Ça a du sens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si je les avais conservés, ça veut dire que ce sont des objets différents. Alors qu'on voit bien que toute cette forme n'appartient c'est une seule forme, c'est un seul bloc. Donc c'est un seul objet. Donc il faut appliquer, n'oubliez pas d'appliquer la table d'équivalence une fois que vous avez terminé le sequential labeling. Donc ça, c'est pour l'exemple. C'était juste pour dérouler l'algorithme devant vous. Et maintenant, on passe à l'exercice, qui est une longue image. Est-ce que vous avez essayé? J'aimerais savoir, est-ce que vous avez essayé? Oups. Personnellement, j'ai pas essayé. هذا sincèrement ما كنتش فاهم هذا D'accord. الالغوريثم حتى اليوم فاهم فيه ولا مزيان. Classe, d'accord, très bien. Et après, je vais vous envoyer le corrigé. Il faut le faire, hein, il faut le faire bien. Hein. Parce que vous voyez cette image là devant vous, c'est possible que vous aurez ce genre d'image, des fois plus grande, un peu plus grande, le jour de l'examen. Donc, il faut bien dérouler les algorithmes. D'accord? Il faut essayer et pratiquer, c'est tout. Je vous demande pas de faire des projets Ziada et tout, juste réessayer les algorithmes et essayer d'appliquer ce que vous apprenez en cours. D'accord? Donc, j'insiste un petit peu sur ça, mais c'est important parce que vous aurez les examens, vous aurez ce genre d'exercice. Donc, on commence. Alors, est-ce que vous êtes prêts parce que ça sera lent? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez tous les cas, les 6 cas de votre algorithme, en tête? Si vous les avez bien en tête, ça va bien se passer cette partie. Est-ce que vous avez compris l'exemple précédent? Oui. Très bien. Alors, Oui, madame. on commence. Alors, j'ai 0, qu'est-ce que je fais? J'avance. Oups, j'avance. Ah, je rencontre mon premier 1. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Il faut me répondre, hein, parce que c'est votre TD. 255 plus 8 1 tout lien. Ben voilà, on lui attribue un nouveau label. J'ai un nouveau label, ce sera 1, parce que c'est la première fois que je rencontre un. Je continue. Bon, là, je saute la ligne parce qu'il n'y a rien, pas de 0 là-bas. Je reviens ici, c'est 0, je fais rien. Je viens ici, j'ai encore un 255. Qu'est-ce que je vais? Je regarde les voisins, ils sont égaux à 0. J'ai un nouveau label. Et donc, tout à l'heure, le label, on s'est arrêté à 1. Cette fois-ci, c'est un nouveau label, je dois lui attribuer un nouveau. Donc, ça sera égal à 2.
Et je continue. Est-ce que c'est clair cette partie? Est-ce que c'est clair ce point? Oui, madame. Oui. Je continue. Je passe au pixel suivant. Ah, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai B égale à 0, D égale à 0, C égale à 2. Je vais hériter, voilà, 2. Bravo. 2. Je continue. Le pixel suivant, allez, bah, il va hériter pareil, 2. Je continue, je balaye ma ligne, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hop, 255. Je regarde mes voisins. B égale à 1, C égale à 0, D égale à 0. Qu'est-ce que On hérite j'hérite? de B. 2B. Bravo, on continue. Ah, On hérite cette de D. fois-ci, voilà, on hérite de D, donc ça sera égal à 1. On continue. En balai, bon, ici, on a fini la ligne. Je saute la ligne, je reviens. 255, c'est la première fois que j'ai en train de regarder. Les voisins sont égaux à tous à 0. Qu'est-ce que je fais? Nouveau label. Voilà, bravo. 3. J'ai un nouveau label. Je continue. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, j'ai A, B égale à 2, C égale à 3, D égale à 0. Alors, qu'est-ce que je fais? On est dans notre... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On est dans un 4 continu. Voilà, on est au 6. 6e cas. Du coup, on met le... On tape. L2 est égal à L3. Voilà, Voilà. Et le label que je donne, c'est... c'est le 2. Pourquoi? Parce que c'est le minimum entre 2 et 3. D'accord? On donne toujours le minimum du B et du C. Donc, voilà. Alors, les animations, elles sont à peu près. Hein. Je m'excuse pour ça. Madame, Euh, par rapport au label, quand on dit qu'on prenne le minimum, ça veut dire qu'on prenne le label qui est le plus, comment dire, le plus vieux le plus petit. qu'on a, on a, on a choisi. Le plus petit. Plus Le plus petit. petit. Si Voilà. c'est par rapport Entre à la le 2 et... valeur. Ouais, c'est incrémental. Moi, j'ai besoin d'avoir le minimum possible de labels. Parce qu'en vrai, sinon, on s'arrête pas. Donc, on prend le minimum. Donc, c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on ajoute aussi les tables d'équivalence. C'est juste plus pratique de faire ça, d'accord? Donc, on fait le minimum plutôt que de laisser en instance ou de laisser. Et puis aussi, on doit faire le minimum parce qu'après, ça va se propager. Parce qu'après, si je descends la ligne et que j'ai propagé le 3, ça va me faire plus de travail lorsque je vais appliquer ma table d'équivalence. Alors que là, j'ai la valeur minimale. D'accord? On continue. Donc voilà, j'écris dans ma table d'équivalence L2, L3. Je m'excuse pour les animations. Hein. Je vais retourner à un moment. Donc L2, L3 sont équivalents. Je continue mon algorithme. Voilà. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai le B qui est égal à 2, le C qui est égal à 2, le D qui est égal à 2. Ma valeur, de qui elle hérite? Mon A, il hérite de qui? D. Voilà, j'ai le 2. Je continue. C'est pareil, hein, c'est la même chose. J'hérite du D. Hop, 2. Je continue. Ici, il n'y a rien à faire, c'est 0. Tac, 255. Nouvelle Ah, classe. voilà, 4. bravo. Un nouveau label, donc c'est incrémental toujours. Quand je dis un nouveau label, c'est une nouvelle étiquette, si vous voulez. Voilà, en fait, le mot en français, c'est étiquette, c'est un étiquetage. Donc, je mets un nouveau chiffre, d'accord? Je mets une nouvelle valeur. Donc, 4, et je continue. J'hérite de mon voisin C. Je continue. Il n'y a rien à faire parce on a la A égale à 0. Je continue. Alors ici, j'ai mon voisin B qui me dit qu'il y a 1 et les autres ils disent 0. Alors j'hérite de B. Je continue. Pareil. Ah, cette fois, mes 3 voisins me disent 1, mais de toute façon, j'hérite toujours de D. Donc j'ai 1. Je continue ma ligne, il n'y a rien. Je reviens à la ligne. Ah, alors, on est à la 4e ligne. Hein. Ok. On hérite de B. 3. On hérite de B, donc 3. Et cette fois, alors, vous voyez bien que le B et le C sont conflictuels, mais c'est pas important. Pourquoi? On hérite de D. Et le Voilà, plus on hérite de D, on continue, on hérite de D, on continue, on hérite de D, on continue 0, on continue, donc on passe notre tour. On continue ici, on a notre voisin B qui me dit 4, j'hérite de B. Je descends ici, j'ai mes 3 voisins, mais je prends toujours D. Donc D, je vais hériter ma valeur de D, donc ça sera 4. Je continue ici, je fais rien. Je continue ici, c'est mon voisin B. Je continue ici encore, c'est mon voisin B. Pas B, D. Non, D. Et voilà. Je continue. Je reviens à la ligne. J'ai mon voisin B, j'hérite 3. Ici, j'ai mon voisin D, comme Day.
j'hérite toujours 3. Je continue, ce sera 3. Je continue. Alors ici, ce sera quoi? 2. 2, bravo. Pourquoi? Parce que mon voisin D, il m'indique 2. Donc, je fais 2. Et ce, peu importe mais la valeur de mes voisins B et C. D me dit 2, bah, j'ai 2, 2. Vous avez vu tout à l'heure, vous m'avez posé la question si j'avais mis 3 ici, j'aurais hérité de 3. Hein. Mademoiselle Maria, Oussadi, voilà, Oussadi. Oui, madame. Ici, on a eu un conflit tout à l'heure. On aurait pu, par exemple, hériter du 3 ici. Il fallait choisir entre le 2 et 3, il fallait mettre le 3. J'aurais transmis ensuite, alors que si, puisque j'ai la valeur minimale, je transmets le 2. Donc, c'est important. Attention. Parce que si vous vous trompez dans les lignes supérieures, il faut savoir que vous allez, si vous vous trompez les premières lignes. En fait, si tu tout en bas ici, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que toutes ces lignes, eh ben, elles ont un semblant de correct. Mais lorsque vous êtes ici, et que vous vous trompez, vous allez propager cette erreur vers les cellules du bas. Il faut faire attention, c'est le but de l'algorithme, d'accord? Exactement. Donc, on continue avec cet exemple. Donc, ici, ce sera toujours D, donc 2. Je continue. Ici, j'ai un conflit. Ah, alors ça, j'adore quand il y a un conflit. Alors, la valeur du D, ici, elle est 0. Donc, j'ai rien à transmettre à partir du D. Donc, cette fois-ci, le A, il doit voir ses voisins. Le A, et mon voisin, ma valeur du A, il va voir ses voisins B et C. Et cette fois-ci, B et C, elles sont conflictuelles. Qu'est-ce qu'elle dit la règle lorsqu'on a un conflit? Si c'est égal, si c'est égal, j'ai pas de problème. Hein, je transmets ce qu'il y a l'information qu'il y a dans les deux voisins. S'il y a un conflit, je prends la valeur minimale, donc le label minimal, et j'inscris une équivalence dans ma table d'équivalence. Et donc, dans ma table d'équivalence, j'ai une nouvelle entrée qui est L2 égale à L4. Je m'excuse encore une fois pour les animations à rouler un petit peu quand j'ai corrigé. Donc, j'inscris le L2 qui est égal au L4 et je mets la valeur du A à 2. Voilà. Et je continue. Cette fois, je n'ai pas de problème, je transmets directement la valeur de D. Je continue, D, je continue. Ah, on a encore un conflit. C'est la valeur de B, c'est égal à 1. La valeur de C, c'est égal à 4. La valeur de D égale à 0, donc je ne peux pas l'hériter. Donc, qu'est-ce que je fais? J'inscris une nouvelle valeur dans ma table. C'est L1 égale à L4. C'est un nouveau conflit, donc L1 égale à L4. Et je mets la valeur minimale entre les deux. Donc, entre 1 et 4, je vais mettre 1, tout simplement. Je continue, j'hérite de 1 à partir du D. Et je continue ma ligne. Je reviens à la ligne. Cette fois-ci, j'hérite de 3, donc c'est facile. Je continue, j'hérite de 3. Je continue, j'hérite de 3. Je continue. Là, j'hérite toujours de 3. Le D égale à 3, donc j'hérite de 3. Je continue ici. Alors, j'ai 2 en B, 3 en C, 2 en D. Et c'est ce qui importe, j'hérite toujours du D. D, 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 D. Vous voyez ici, je vais hériter toujours du D encore. D et D. Je continue. 0, donc je fais rien. Je reviens ici, j'ai 0, je fais rien. 0, je fais rien. 1. Alors, là, j'ai D toujours. Donc, je vais toujours hériter du D. Et ça, peu importe les valeurs de B et C, j'hériterai toujours du D. Bon. Je vais hériter du D. Je continue, j'hérite du D. Je continue, j'hérite du D. Je continue, j'hérite du D. Donc, cette fois-ci, la valeur de D qui est transmise, c'est 2. Je continue la valeur. Bon, ça, c'est très facile, c'est 2. Ici aussi, ça sera 2. Ici, ça sera 4 parce que le D égale à 4. Je continue. Le D égale à 4. Je le transmets. Je continue. Hop. Je reviens à la ligne. Ici, je fais rien. Ici, je fais rien. Alors ici, qu'est-ce que j'hérite? J'hérite du B. Ça sera 3. Je continue. Cette fois, j'hérite du D, pas du B. Ça sera 3. Alors, ici, j'ai sauté celle du 0. Alors, je continue directement ici. Alors, ici, entre le B et le D, le A, il va hériter du D, comme toujours. Donc, 3. Ici, toujours, on hérite du D. Alors, ça sera 2. On continue. D. On continue. D. On continue. D. Cette fois, ça sera 4. Je continue. J'ai fini cette ligne. Je reviens à la ligne. Ah, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Alors, quelqu'un me dit, c'est quoi la valeur? Une nouvelle label 5. La valeur. À 5. Je continue. Cette fois-ci, l'hérite de mon voisin de gauche, ce sera 5. Je continue. Ah, ici, j'ai un conflit.
Le L3 D, est égal à M5. voilà. Alors, le 3, on L2. va mettre le 3 et on ajoute dans ma table d'équivalence L3 égale à L5. Super, je continue. J'ai du D, j'ai 3, je continue. Ici, voilà, non, on n'a rien à faire, c'est 0. Ici, j'irai du voisin B. Ici, j'irai du voisin D. Ici, alors, ce que vous allez observer, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on est au milieu, quand on est quelque part ici, à l'intérieur des matrices, à l'intérieur bien loin des bords, on hérite toujours du D, hein, parce que c'est toujours D qui a une valeur. Alors, quand on est dans les bords, ça sera soit le voisin B, comme ici. Si je suis ici, ce sera le voisin B. Quand je suis ici, c'est le voisin B. Et lorsque je suis dans un bord à l'extérieur comme ça, ce sera le voisin C. Donc, vous voyez, vous remarquez la différence à un moment que vous allez pratiquer toujours. C'est pour ça que je veux que vous refassiez cet exercice tout seul. Vous allez vous rendre compte automatiquement, vous n'allez même pas réfléchir aux règles. Ce sera vraiment, ah, ça, ici, je sais que c'est là, ici, je sais que c'est avec le D, ici, c'est avec le B, ici, c'est avec le C, ici, c'est conflictuel, etc. Donc, vous allez être rodé au fur et à mesure où vous pratiquez donc, cet exercice. Vous allez être rodé et vous n'aurez pas peur de faire de plus grandes matrices. Donc, on continue ici. Donc, quand j'ai le D, encore une fois, je suis dans une région intérieure, j'ai le D. Je suis dans une région intérieure fermée, donc je suis dans le D. Je continue. Je reviens ici. Ah, à gauche, c'est vide, donc j'hérite du B. Vous voyez qu'on est dans un bord, dans un bord extérieur à gauche, donc je vais hériter du B. Enfin, ici, non, je suis dans une région intérieure, je vais hériter du D. Et ainsi de suite. Donc 5. Ici, c'est 3. Ici, rien, parce qu'on est à 0. Puis je reviens ici, j'hérite de mon voisin B encore. Cette fois-ci, je suis dans un coin, je suis dans une zone à l'intérieur, donc j'hérite de mon voisin B. Je continue, ce sera encore mon voisin B, encore mon voisin B. Je continue, voilà, je finis la ligne, je reviens à la ligne. Mon voisin B encore une fois, mon voisin D, mon voisin D, mon voisin D. Je continue, c'est le B. Cette fois-ci, c'est le D. Je continue le B. Je continue le B. Je continue. Je reviens à la ligne, c'est encore le B. Je reviens ici, c'est le D. Ici, c'est encore le D. Encore le D. Je continue, c'est le B. Ici, c'est le B. C'est le D plutôt. Je continue ici, c'est le B. Je continue ici, c'est le D. Je continue ma ligne. Je reviens à la ligne, c'est encore mon voisin B. Et c'est encore mon voisin B. Alors, après ce long exercice, cette partie d'étiquetage, on voit bien qu'il y a plusieurs labels. On voit bien qu'il y a une seule région, mais pourtant j'ai 5 labels. Donc, il faut appliquer mes tables d'équivalence. Donc, ce qu'on peut voir, donc dans ma table d'équivalence, donc on continue jusqu'à 0. Bon. Dans ma table d'équivalence, donc on voit bien que le L2 égale au L3 ou L4, et puis que le L1 égale aussi au L2 égale à L3, à partir des deux ici en noir, on peut extraire que le L2 égale à L3 égale à L4. D'accord? Après, ici, à partir de celle qu'on avait inscrite tout à l'heure, on avait vu que le L1 égale à L4. On peut encore appliquer la transitivité. Donc, on a quoi? Le L1 égale à L2 égale à L3 égale à L4. Et encore une fois, à partir de mon entrée L3 égale à L5 de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut appliquer par transitivité? C'est que L1 égale à L2 égale à L3 et à L4 égale à L5. Et donc, cette fois-ci, oups, il n'y a pas... voilà, cette fois-ci, tous mes labels, on va leur appliquer la valeur 1. Voilà, on avait ça tout à l'heure. Alors, on avait plusieurs labels. Et une fois qu'on a appliqué les tables d'équivalence, on est redevenu à 1. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Est-ce que les bientôt l'exercice numéro 1? Oui, c'est clair. Oui, madame. D'accord, je suis contente. Alors, il reste l'exercice numéro 2. Est-ce que قريتوا l'article اللي بعثه لكم monsieur l'Arabi? Alors, regardez l'exercice numéro 2, ce qu'il dit. Étudier l'algorithme d'amincissement de Zahn-Swem de 1984 dans l'article de référence et joint et appliquez-le à l'image de l'exercice précédent. Alors, est-ce que vous avez compris c'est quoi l'amincissement? Tout à l'heure, on a fait le rappel, on a dit c'était la recherche sur c'était pour extraire un squelette. Hein. Quand on dit amincissement, c'est pour extraire le squelette d'une image. Est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil à l'article? Vous savez, c'est un article de référence, hein, parce que jusqu'à présent, OpenCV, là, il est implémenté sur OpenCV. Alors, est-ce que vous avez lu l'article?
Je vous blâme pas si vous l'avez pas lu parce que c'est difficile. Vous êtes des Mais on l'a pas étudiants, lu du coup. non, je vais vous dire, même en tant qu'un chercheur واحد يقرا son propre papier, Yaya. Alors imaginez le papier d'un autre, de quelqu'un d'autre. Vous essayez de comprendre ce que lui a compris. C'est pas pratique, c'est pas du tout facile et pas évident. On ne vous blâme pas. Donc, je vais quand même vous donner, parce que moi je l'ai lu, ça m'a pris beaucoup de temps, mais regardez tout quand même. Enfin. Donc, je vais essayer de faire deux choses. Donc, la première, c'est que je vais essayer de vous expliquer comment lire ce genre d'article. Alors, si vous êtes en M1, bon, pour l'instant ça va, vous n'avez pas besoin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des projets de vision dans le passé. Mais à partir du M2, bon, vous aurez un PFE, Inch'Allah, donc vous aurez à faire un PFE. Et bien souvent, quand on vous donne un PFE en vision, c'est souvent axé recherche. En fait, même les applications en vision, فيها خدمة تاع recherche, فيها خدمة تاع il faut chercher dans les articles, il faut chercher dans les sites. Pourquoi? Parce que la vision, contrairement, je ne sais pas, à d'autres domaines, il faut faire beaucoup de choses pour voir pour voir quelques résultats. Je ne sais pas si vous avez commencé un peu à travailler en TP avec OpenCV. Vous faites beaucoup de choses pour voir des changements dans des pixels. Et c'est malheureusement, c'est un peu, c'est ce qui crée un peu le challenge dans la vision. Moi, bon, personnellement, j'adore ça. Mais il faut que je voudrais donc, à partir de cette, puisqu'il y a l'exercice, je vous demande de lire un article, vous serez amené, Inch'Allah, dans vos projets ou plus tard même dans le futur, à lire un peu. Je vais vous essayer de vous expliquer comment lire très rapidement pour extraire les informations utiles. Donc ici, quand je vois un article, comme ici devant nous, donc on a l'article ici. Donc il y a ici, bon, on a un titre, donc c'est bon, voilà l'auteur, etc. Il faut lire l'abstract. Donc l'abstract, c'est quoi? Donc c'est ça. L'abstract, ça veut dire résumé en français. Donc, je ne sais pas si vous êtes pas encore, peut-être, vous êtes bien en anglais peut-être, mais l'anglais scientifique, c'est un anglais assez différent de l'anglais courant. Donc, il faut faire quand même, j'aimerais bien que vous vous exerciez à lire en anglais, parce que de toute façon, la recherche, c'est en anglais. Et donc là, il vous dit qu'il y a un algorithme rapide de parallèle de CNN. CNN, c'est pour la squelettisation, d'accord? Qui est proposé dans cet article. Donc, il consiste en deux quoi? Le principe de cet algorithme consiste en deux. On va faire un zoom, parce que je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, je pense que c'est mieux comme ça, parce que le papier est violent. 84, on était aucun nous, les nous. Alors, il consiste en deux sous-itérations. Donc, une qui a pour but d'éliminer les boundaries, comment on appelle ça en français? Les limites. Les limites, voilà, chercher un autre mot, mais là, les boundaries, c'est les frontières sud-est des points, ainsi que les barrières nord-ouest des points d'une image. D'accord? Donc, on cherche à éliminer tous les coins supérieurs gauche et les coins supérieurs bas d'une image jusqu'à ce qu'on tombe vers une fine ligne qui représente le squelette de l'image. Donc ça, c'est le but de cet algorithme. Alors, comment il fonctionne? Alors, c'est très long, donc il faut lire bien au départ. On lit un peu, ça c'est l'introduction. Il raconte un peu c'est quoi cette approche, elle est idéale pourquoi elle est utilisée, contrairement aux autres, est-ce qu'elle apporte de plus. Et puis là, l'algorithme il commence ici. Donc là, il commence à expliquer le principe. Donc là, il commence à expliquer les bases. Il dit que l'image, on va prendre une fenêtre avec un voisinage de 9 points autour de 8 points autour de cette fenêtre, etc. Et puis ici, on passe ici à l'algorithme. Et donc, on pense à l'algorithme, et il explique ici donc l'algorithme, et je vous invite à le lire une fois que vous aurez compris. Parce que comme ça, si quand vous n'avez pas compris from scratch, non. Et une fois que je vous aurai appris à expliquer l'algorithme, j'aimerais bien que vous le lisiez pour que vous compreniez. Ah ouais, mais ça, on l'a fait en TB. D'accord? J'aimerais bien juste comme ça, à votre temps libre, pas d'un point de vue, tout, le papier. Je veux juste que vous compreniez que c'est pas difficile. Une fois que vous aurez fait l'exercice ici, parce que je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne, vous allez vous dire, mais en fait, le papier, il n'était pas si clair plus que ça. En fait, c'est pas si difficile que ça.
Donc, je voudrais que vous compreniez qu'après, il explique le processus de son algorithme. Il dit que voici les conditions pour qu'on puisse éliminer un point. Il explique un peu plus en détail c'est quoi toutes ces formules ici. Il explique avec des schémas comment on fait le nord, l'est, etc., comment on fait. Et puis, il applique sur des images réelles jusqu'à ce qu'on tombe sur des choses comme ça. Donc, il explique tout simplement. Ça, c'est l'algorithme global. Il fait des comparaisons avec d'autres travaux. Et donc, ça, c'est juste comment l'architecture, la structure d'un papier scientifique. Donc, on commence par un résumé qui vous dit c'est quoi qu'on fait dans ce papier, qu'est-ce qu'il y a écrit, c'est quoi le but de ce qu'on est en train de faire. Une introduction qui donne les motivations de ce papier ainsi qu'un contexte à comprendre, où est-ce qu'on peut appliquer cet algorithme, etc., etc. Puis là, on commence, ici, dans ce cas-là, c'est ici, il vous dit directement voici les bases qu'on doit comprendre de l'image, comment on va traiter cette image, parce qu'on est en traitement d'image, ça reste du traitement d'image ici. Et puis après, il explique l'algorithme de manière claire, donc il explique les règles qu'il applique, les maths qu'il y a derrière, les cas qu'il doit rencontrer et comment représenter ces cas. Et donc c'est comme ça, et il déroule après un exemple sur un exemple concret, etc. Il explique encore plus en profondeur, mais ça je vous invite à le lire si vous avez le temps. Puis il met un algorithme général et global, il fait des comparaisons avec les autres travaux scientifiques, les autres travaux de l'époque, dans les années 80. Puis il explique qu'il a essayé sur plusieurs choses, il a mis les références qu'il fallait. Donc ça, c'est pour juste la lecture, d'accord? Donc ça, c'est pour que vous n'ayez pas peur qu'il travaille un article scientifique ou très fauche. C'est pas grand-chose. En général, ils suivent tous à de la même structure. Un abstract, une introduction, l'algorithme, l'approche proposée, l'expérimentation avec des exemples concrets, et puis voilà, c'est tout. Donc c'est ça un article scientifique, mais flash. En vrai, quand vous savez, vous êtes rodé, c'est pas si effrayant que ça. D'accord? Donc maintenant tout ça, bon c'est bien, je vous ai expliqué, donc on ferme la parenthèse, et on passe à l'algorithme que M. Larabi vous a demandé de faire. Donc exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, c'est l'article qu'on vient de voir tout de suite, là, de Zhang et Swen. Alors, juste pour information, c'est celui qui est implémenté sur OpenCV. Sur OpenCV, il y a plusieurs algorithmes de squelettisation. Parmi elles, c'est celui-là, il s'appelle Thinnin, tout simplement. Donc, vous pouvez chercher sur OpenCV, vous allez trouver Thinnin, d'accord? Et cet algorithme, comment il fonctionne? Alors, il est très, très intéressant et très original, parce que je pense que personne n'aurait pu y penser de la manière dont les auteurs y ont pensé. Donc, on commence par quoi? Il nous dit, donc ça c'est les informations qu'on a extraites de l'article. Je vous explique mon raisonnement, comment on a fait. Le raisonnement scientifique, c'est de voir à partir de l'article, de regrouper toutes mes sources là de mon article et d'essayer de comprendre. Donc ici, il me dit qu'il y a un pixel ici qui est entouré par des voisins. D'accord? Bon, c'est pas très clair, on va essayer. Il nous dit qu'il faut préserver un ordre de connectivité pour le squelette. Donc, on divise, pour la squelettisation, on divise en deux grandes sous-itérations. Donc, l'algorithme est composé de deux itérations. Une qui doit satisfaire ces propriétés et une seconde qui doit satisfaire les deux propriétés plus deux autres qui sont un peu différentes de les premières. Donc, si vous remarquez bien, on a A et B à gauche, c'est les mêmes que A et B à droite. Alors, je ne vous demande pas de les lire, je veux juste regarder syntaxiquement. On a BP1 entre 2 et 6, BP1 entre 2 et 6. AP1 égale à 1, AP1 égale à 1. Et puis, ce qui diffère entre ce chemin de droite et de gauche, ce sont les règles C et D. Alors ici, on dit P2, P4, P6 égale à 0, P4, P6, P8 égale à 0. Et ici c'est C', c'est P2, P4, P8, non P6 comme tout à l'heure, qui égale à 0, et P2, P6, P8 qui égale à 0. Donc ce sont des règles qui sont différentes. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces maths? Qu'est-ce que c'est que toutes ces formules? Qu'est-ce que c'est que tous ces pays? On va voir un peu tout ça. Mais avant, on nous apprend c'est quoi le AP. Donc on voit bien qu'il y a des formules, donc on ne sait pas ici qu'est-ce que c'est que les P, qu'est-ce que c'est que les A, qu'est-ce que c'est que les B, qu'est-ce que c'est que les formules Hadona. Donc on nous explique d'abord que API c'est quoi? C'est le nombre de 0,1 patterns. C'est quoi les patterns 0,1? En fait, si vous avez un pixel ici, donc ça c'est extrait de, il nous explique, c'est l'auteur qui nous explique ça, il nous dit qu'il y a un pixel ici, P1. Il nous dit, je parcours mon image comme ça, il me dit c'est le nombre de transitions 0,1 qu'il y a autour de mon pixel P1.
Donc, si par exemple, je suis là, je vois qu'il y a ici il y a 0, 1, donc j'ai une transition. Là, j'ai 1, 0, j'ai pas. 0, 0, j'ai pas. 0, 0, j'ai pas. 0, 1, oui. J'ai une seconde transition. Donc, et je continue. 1, 1, j'ai pas. 1, 0, j'ai pas. 0, 0, j'ai pas. Donc ici, le AP1 égale à 2 parce que j'ai deux transitions de 0 à 1. Donc ça, c'est l'auteur qui l'explique. On va rentrer en détail un peu plus tard, d'accord? Et il y avait la deuxième chose, c'était ici, c'était le B, et on ne sait pas ce que c'est que le B. Donc il nous explique encore, l'auteur nous explique que BP1, c'est le nombre de voisins qui sont différents de la valeur 0. Donc ce sont les valeurs non nulles. Donc c'est les voisins qui ont une valeur non nulle autour de P1. Alors c'est la somme en vrai, puisque le 0, ça ne rajoute rien du tout. Donc par exemple ici, dans P1 ici, j'ai combien? J'ai 3, donc j'ai un voisin non nul, deux voisins non nuls, trois voisins non nuls. Donc BP1 égale à 3. Donc voici les informations les plus utiles que vous avez besoin de connaître à partir de l'article qu'on vous a donné. Donc, il faut savoir comment on définit un voisinage autour d'un pixel, que pour la squelettisation, vous avez deux grandes itérations. Donc, une, elle applique ses règles, et une, elle applique ses règles. Qu'à l'intérieur de ces règles, on a des A et des B. A, il nous explique que c'est le nombre de transitions de 0 à 1. Et les B, c'est quoi? C'est le nombre de pixels qui ont une valeur non nulle autour de P1. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. D'accord? Donc, on va rentrer en détail, un peu plus en détail, et on va expliquer un peu plus tout ça avec des exemples concrets. D'accord? Oups, alors. Donc, je reviens à mon exemple. Il nous explique que P1, c'est un pixel. Donc, dans l'algorithme de Fenil, j'ai P1 qui est un pixel au centre, et autour de lui, j'ai 8 voisins. Et alors, l'ordre des voisins, il est important. Donc, on nous demande dans l'article de respecter l'ordre des pixels. Donc, il note pour chaque voisin un ordre. Donc, on ordonne les voisins de la manière suivante. Donc, on a P2, c'est celui qui est au-dessus de P3, de P1. Et puis après, on va dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, on aura P3 ici, P4, P5, P6, P7, P8 et P9. Donc, on part de P1 et on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tout ce qu'on va traiter, toute ma fenêtre d'évaluation, elle sera basée sur cet ordre-là. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est le AP. Donc, on nous dit comment calculer le AP. Donc, moi, je vous ai donné un algorithme. En fait, ce qu'on peut comprendre de AP, c'est qu'on cherche à savoir si les voisins de P1, eh bien, ils sont continus ou pas, ou est-ce qu'il y a des discontinuités. Donc, c'est quoi une continuité? Ça veut dire initialement A égale à 0, puis je parcours le voisinage du pixel P1 dans l'ordre qu'on nous a donné tout à l'heure. Donc, je vais ici, je suis à P1, et A, la valeur de A, c'est quoi? C'est le nombre de transitions de 0 à 1. Alors, P1, je vais à P2. Est-ce que de P2 à P3, donc c'est le nombre de pixels, est-ce que j'ai une transition? Une transition, je vous rappelle, c'est une transition de la valeur 0 à 1. Alors, est-ce que ici, cette flèche-là, est-ce que du pixel P2 à P3, est-ce que j'ai une transition? Oui. Ah oui. Oui. Alors, ce que je fais, j'augmente la valeur de A. Donc, A déjà, elle égale à 1. On est d'accord? Si je vais trop vite, vous me dites, hein, sinon je répète, il n'y a pas de problème. Oui, c'est compris. D'accord. Je continue. Est-ce que là, j'ai une transition de 0 à 1? Non. D'accord. Je continue ici. Est-ce que j'ai une transition de 0 à 1? On voit bien que mes pixels égal à 0. Ici, c'est égal à 0, donc je n'ai pas de transition. Je continue. Est-ce que ici, j'ai une transition de 0 à 1? Non. Non. Est-ce que ici, j'ai une transition de 0 à 1? Oui. Oui, très bien. Est-ce que ici, j'ai une transition de 0 à 1? Non. Est-ce que ici, j'ai une transition de 0 à 1? Non. Et je finis par la dernière fois. Bon, et enfin, normalement, il y a une flèche ici. Ah non, pas les flèches. Hein. Ici, il y a une flèche normalement. Est-ce que ici, j'ai encore une transition de 0 à 1? Non. Non, très bien. Au total,
pour P1, ici, j'ai combien de transitions de 0 à 1? 2. Transition. D'accord. Donc, pour cet exemple-là, A égale à combien? Le A égale à 2. Égal à 2. A étant le nombre de transitions. Donc, A, initialement, c'est 0. Lorsque je parcours mes voisins, je regarde. Alors, on va le refaire. Parce que j'ai envie de le refaire. Parce qu'il y a du blé. Allez. Ici, est-ce que j'ai une transition de 0 à 1? Il faut me répondre. Non. Oui, pardon. Oui. Est-ce que j'ai une transition de 0 à 1? Non. Non. Est-ce que ici, j'ai une transition de 0 à 1? Mm, Est-ce que ici, j'ai une transition de 0 à 1? Non. Non. Est-ce que ici, j'ai une transition de Oui. 0 à 1? Oui. Est-ce que ici, j'ai une Oui. transition de 0 à 1? Non. 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 Ici? Non. Ici, non. Très bien. Quelle est la valeur de A pour cet exemple-là? 2. 2. 2. Très bien. Maintenant, alors, quand vous avez vu le A, ça c'est le A de tout à l'heure. C'est le A qu'il y avait dans la formule ici. C'est ce A ici, c'est le même, plutôt non, c'est pas celui-là. C'est le AP qui est ici, c'est le AP qui est ici. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième chose, c'est le B, le BP. Alors, calculer BP1. BP1, on nous a expliqué tout à l'heure que c'était le nombre de pixels non nuls dans le voisinage de P1. Alors, je vous pose la question dans l'exemple qu'il y a au-dessus ici. Quelle est la valeur de BP1? 3. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai un pixel non nul, 2 pixels non nuls, 3 pixels non nuls. Donc, BP1 égale à 3. Est-ce que vous avez compris comment calculer le AP? Est-ce que vous avez compris comment calculer le BP d'un pixel? Oui. صافي نحسبهم C'est compris. 0 ل 1 بي بي نجمعوا عليه. Voilà. C'est la continuité des transitions, le nombre de transitions de 0 à 1. Et le BP, c'est les non nuls. Est-ce que cette histoire de AP et de BP, c'est réglé? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, madame. Non. Oui. Il y a le chat sinon, si vous voulez. C'est clair. Très bien. Ah ben, on continue. Ça, donc ça, c'est réglé. Le AP et le BP, c'est bon, on ne revient plus dessus. D'accord. Vous vous rappelez que tout à l'heure, il y avait 2 branches dans l'algorithme et les 2 branches, elles avaient 2 règles. CD et dans une autre branche, c'était C', D'. Alors, on va expliquer c'est quoi la règle C et D. Et là, je veux que vous vous accrochiez un petit peu. D'accord? Donc, on a réglé le problème du AP et BP. Maintenant, on doit régler le problème des 2 dernières règles de notre algorithme. Dans notre algorithme, on avait vu tout à l'heure, on avait un voisinage, on a calculé le AP, on a calculé le BP, c'est très bien. Et on nous restait 2 autres règles. Ces 2 autres règles, c'était les suivantes. On avait la règle C qui disait que P2 fois P4 fois P6 égale à 0 et D égale à P, c'est P4 fois P6 fois P8 qui doit être égal à 0. Donc, alors on appelle ça East and South Patterns. Dans le cas de C et D, c'est l'Est et le Sud, les patterns Sud et Est. Pour que les équations 1 et 2 soient satisfaites, c'est-à-dire on a P2 fois P4 fois P6 égale à 0, P4 fois P6 fois P8 égale à 0, pour que ces 2 équations soient satisfaites, on a soit P2 et P8 qui sont égales à 0, ou bien soit P4, soit P6 qui sont égales à 0. Et ça, c'est la manière analytique de voir les choses. Ça, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'on retrouve dans l'article, hein, c'est ce qu'on nous explique. C'est très... Quand je dois évaluer une image, je n'ai pas envie de résoudre des équations. C'est lent, c'est fatigant, c'est pas du tout pratique. Je ne suis pas un ordinateur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous donner une astuce. D'accord? Une astuce qui vous permettra, lorsque vous allez évaluer directement, vous avez une image devant vous, vous pouvez directement évaluer si
je lui applique, cette règle est satisfaite, la règle C et D sont satisfaites. Donc, j'ai mon pixel P1 au centre ici. Qu'est-ce que la première formule, elle me dit? Elle me dit P2, P4 et P6. Donc, directement, je fais le produit de P1, P4 et P6, P2, P4 et P6, et j'évalue. Si c'est égal à 0, ben, tant mieux, c'est satisfait. Si c'est pas égal à 0, ben, c'est pas satisfait. Ben, donc, cette formule n'est pas... ce pixel P1, il n'est pas pris en compte. Donc, j'appelle ça le pattern east. Moi, c'est ce que j'appelle ça. C'est pas dans l'article, mais j'aime bien l'appeler comme ça. Donc, moi, j'appelle ça comme ça. Je fais un trait ici. Je regarde P2, P4, P6. S'il y a une de ces valeurs qui est égale à 0, je sais que ma formule est satisfaite. Parce qu'il suffit qu'un seul soit égal à 0, ma formule C égale à 0. On est bien d'accord? Est-ce que vous arrivez à voir ça? Si j'ai P2 qui est égal à 0, je n'ai même pas besoin de faire le calcul. Je sais que la multiplication de ces trois, ça va me donner 0. Si P6 égale à 0, je sais que P6 fois P4 fois P2, ça va me donner 0. Si P4 égale à 0, je sais que P6 fois P4 fois P2 sera égal à 0. C'est tellement plus facile que de faire toutes les maths qu'il y a ici. Je regarde ici, je regarde ces trois, que j'appelle ça est, parce que je vais comme ça dans ce sens. P2, P4, P6, s'il y a une de ces cellules qui est égale à 0, et bien cette formule ici, elle est égale à 0. Je pas de problème, c'est facile. Je fais la même chose avec P4, P6, P8, parce qu'ici on a P4, P6, P8, P4, P6, P8. Si une de ces valeurs égale à 0, j'appelle ça le pattern sud. Le pattern sud égale à 0. Moi, j'appelle ça le pattern sud. Donc, cette fois-ci, c'est pour ici. D'accord? Donc, si P4, P6, P8 égale à une de ces variables, P4, P6, P8 égale à 0, je sais que cette formule est satisfaite égale à 0. Est-ce que vous avez compris comment évaluer rapidement ces formules-là, C et D, à partir d'une grille, à partir d'une fenêtre? Où est-ce que je recommence? C'est clair. C'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ou là qui n'a pas compris? Je recommence, il n'y a pas de problème. Oui, non. C'est clair, madame. C'est réglé pour les deux règles C et D. Vous vous rappelez, tout à l'heure, au tout début, je vous avais dit qu'il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui était A, B, C, D, on devait satisfaire les règles A, B, C, D. Il y a un deuxième chemin, on doit satisfaire les règles A, B, C' et D'. Et donc, C' et D', ben, c'est à peu près la même chose, mais avec des variables différentes. Ces variables, c'est les patterns ouest et nord. Donc, on a les patterns nord et ouest. Et donc, pareil, on a toujours l'explication analytique ici. Soit P4, P6 sont égales à 0, soit P2 ou P8 sont égales à 0. Mais moi, je préfère regarder directement sur ma fenêtre. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la première? Dans ces primes, j'ai les variables P2, P4, P8. Donc, j'ai P2, P4 et P8, ainsi, qui sont surlignés. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ces trois variables ici. Si l'une d'entre elles égale à 0, je sais que cette formule égale à 0. Parce que la multiplication, le 0, un sormas, comment on dit, je ne sais plus comment on dit en français. Oh là là, je ne me rappelle plus. Si j'ai P2, si une de ces variables égale à 0, cette formule égale à 0. D'accord? Et la deuxième formule, c'est quoi? Je regarde mes autres variables, P2, hein, ici c'est P2, P2, P6 et P8, P2, P6, P8, qu'on appellera ouest. D'accord? Donc, je regarde à gauche, P2, P6, P8. Si une de ces variables est égale à 0, ben c'est facile, j'ai ma formule qui est égale à 0. Et une fois que ça c'est réglé, je peux passer à l'application de mon algorithme. D'accord? Est-ce que les règles de AP, BP sont claires? Est-ce que les règles CD, C', D' sont claires? Oui, madame. Très bien. Donc ça, ce sont les règles qu'on vient de voir, hein, le A, le B, le P, etc. Alors, voici les deux branchages. On a une branche qui me dit qu'il faut A, B, C, D. Si
j'ai un pays et ce pays satisfait toutes ces règles, alors je peux éliminer ce pixel. Pareil avec cette règle-là. Donc, j'applique 2 fois mon algorithme, une fois avec les règles ABCD et une fois avec les règles AB, C', D'. Donc, on revient ici. On a fait ici les règles A et B, donc AP et le B. Et puis après, ici, on a fait les règles C et D. On a compris comment elles fonctionnent. Et on a appliqué la même chose avec les règles C', D'. Et on les a comprises. Maintenant, on doit comprendre l'algorithme général, comment il fonctionne. Et là, c'est pas écrit dans l'article. Il faut aller chercher OpenCV, honnêtement. Parce que sinon, l'article n'est pas très clair. Donc, c'est l'algorithme, qu'est-ce qu'il dit? Répéter jusqu'à condition d'arrêt. Alors, ma condition d'arrêt, c'est que je n'ai plus aucun pixel à éliminer. D'accord? Ma condition d'arrêt, c'est que je n'ai plus aucun pixel à éliminer. Qu'est-ce que je fais? J'ai une liste LP, c'est une liste de pixels à éliminer. Initialement, elle est vide. Qu'est-ce qu'on a dit? L'algorithme, il se divise en deux itérations. Une où j'applique la règle ABCD et une seconde itération où j'applique la règle AB, C', D'. Donc, c'est ce qu'on va faire. La première itération, on l'appelle Est-Sud, South and East. Et donc, la règle Est-Sud, elle marche comment? Pour chaque pixel, P qui est égal à 1. N'oubliez pas, on est dans une image binaire. Je parcours mon image. On a des pixels qui sont égaux à 0, qui sont égaux à 0, et des pixels qui sont égaux à 1. Je ne traite qu'uniquement les pixels qui sont égaux à 1 et que j'essaye d'éliminer pour qu'à la fin, je ne garde qu'un seul squelette. Donc, je vais traiter les pixels qui sont égaux à 1. Donc, pour chaque pixel qui est égal à 1, si AP, A, on l'a vu, c'était quoi? La règle A, c'était le nombre de transitions 0,1 autour de mon pixel. Si autour de mon pixel, il n'y a qu'une seule transition, donc ça c'est la première règle, et la deuxième règle, c'est que le nombre de BP, la deuxième règle c'est BP, la deuxième règle c'est autour de mon pixel, j'ai entre 2 et 6 pixels non nuls, donc ça c'est ma deuxième condition, et si pattern est, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, est, et pattern sud, celle qu'on a vu tout à l'heure, c'était la règle C et D. Donc, et les règles C et D, toutes les deux sont satisfaites. Ça veut dire que mes formules C et ma formule D sont égales à 0. Alors, si j'ai ces 4 conditions réunies, rajoutez P à la liste des pixels à éliminer. Je ne l'élimine pas tout de suite, je le rajoute uniquement à la liste des pixels à éliminer. Et je fais ça pour tous les pixels. Ça veut dire je parcours tous mes pixels. Si mon condition, elle a 4, mon if, il a 4 conditions. Si le APTO, tu as le pixel égal à 1. Si le nombre de pixels voisins non nuls est entre 2 et 6. Si le pattern C, c'est-à-dire que la règle, la formule C égale à 0. Si la formule D égale à 0, alors je rajoute ce pixel-là que je suis en train d'évaluer, je le rajoute à LP, qui est la liste des pixels à éliminer. Une fois que j'ai parcouru toute mon image, cette fois-ci, je reprends dans l'image et je remplace tous les pixels LP de mon image par une valeur 0. C'est ce qui consiste à éliminer tous les pixels de LP dans l'image. Ça, ce qu'on vient de faire là, c'est la première itération. C'est la première branche de ce qu'on avait vu tout à l'heure, de notre algorithme, où on peut appliquer l'élimination d'un pixel si et seulement si il satisfait les 4 conditions A, B, C et D. On vient de voir. Donc, si un pixel, ici, 1, il satisfait A, B, C et D, alors on l'élimine. On peut rajouter à la liste d'élimination. Et une fois qu'on a parcouru toute l'image, on les élimine, ils deviennent des zéros. Tous ces pixels deviennent des zéros. Ça, c'est la première itération où on a appliqué les règles A. Alors, A. On va faire A comme ça. B, C et D. Donc ici, c'est ici. Hein.
Voilà. On a appliqué les règles A, B, C et D. Il y a une deuxième itération. Cette fois-ci, on a encore une liste de pixels à éliminer qui est égale à vide. Et cette fois-ci, dans la deuxième itération, je m'intéresse aux orientations nord et ouest. Les orientations nord et ouest, c'était les règles C', D'. Ici, c'est C et D. Ici, c'est C', D'. Alors, c'est le même algorithme. Pour chaque pixel P qui est égal à 1, si AP égale à 1, c'est-à-dire le nombre de transitions 0, 1 autour de mon pixel est égal à 1, alors, et il y a une deuxième condition, si le nombre de pixels non nuls autour de P est compris entre 2 et 6, donc BP est inférieur ou égal à 6, et BP est supérieur ou égal à 2, et ma troisième condition et ma quatrième condition, c'est si pattern nord égale à 0 et pattern ouest égale à 0. Rappelez-vous, pattern nord, c'est quoi? C'est ma règle C', C', et ma règle ouest, pattern ouest, c'est ma règle D'. Donc, si dans mon pixel, donc je suis en train de repasser l'image, si mon pixel, il satisfait ces 4 conditions, alors rajoutez P à la liste des pixels. Une fois que j'ai fini, j'ai parcouru toute mon image, cette fois-ci, hop, je sors et j'élimine ces pixels dans l'image. Image LP égale à 0. Donc, tous les pixels qui sont dans la liste de LP, je les mets à 0. Et je recommence, parce qu'on a dit la condition d'arrêt, c'est que je n'ai plus aucun changement, c'est-à-dire que ma liste LP, je n'ai plus, elle ne se modifie plus, il n'y a plus rien à rajouter. Et tout ça, c'est un très, 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 très long algorithme, en vrai, à faire, à dérouler manuellement. Donc ici, ce qu'on a appliqué, ce sont les règles A, B, C', D'. Et je comprends bien hein, que c'est pas évident comme ça, parce qu'il est lent l'algorithme. C'est pas comme par rapport à, par exemple, celui qu'on avait vu, sequential labeling, qui était un peu plus court, et donc il y avait moins de patterns aussi à retenir. Mais en vrai, on va essayer, d'accord? On va essayer avec un petit exemple, puis après on va essayer avec l'exemple qu'on nous a donné dans le TD, mais très, très, très doucement. Et je vais vous demander, parce que maintenant, là, il n'y a pas beaucoup de temps, il est 16h30 déjà. Wow, ok. Je vais vous demander d'appliquer cet algorithme, donc je vais vous envoyer tout ça, de l'appliquer sur l'image et de me le renvoyer, parce que il faut que je vous le corrige et il faut que je sois sûre que vous ayez compris, que vous savez l'appliquer. D'accord? Donc, on va commencer. Et puis, pour l'avant, la semaine prochaine, vous me l'envoyez. Il faut savoir aussi que je n'ai pas d'autre moyen de vous évaluer, hein, parce qu'on n'est pas en TD, on n'est pas en présentiel où je peux vous en faire monter au tableau ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour avoir un moyen aussi de vous évaluer. C'est aussi pour vous. Hein. C'est surtout pour vous, pour que vous compreniez les algorithmes. Est-ce que vous avez des questions jusque-là pour l'algorithme et les A, B, C, machin? On vient de voir. Je sais que c'est un peu costaud. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Je trouve que... Ça va? Bon, personnellement, j'ai compris. Ah, bon, très bien, ça fait plaisir. Ok. Alors, on continue. Alors, on continue. On va faire un petit exemple, tout petit. Vraiment, c'est vraiment... Parce que c'est très lent. C'est vraiment très lent parce qu'il y a beaucoup d'étapes. N'oubliez pas qu'il y a la règle A, B, C, D. Et puis, une fois que j'ai balayé toute mon image, j'applique les règles A, B, C', D'. Pour toute l'image encore à nouveau. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que je balaye mon image. Je prends une fenêtre de 9 x 9, comme vous nous avez dit. Au centre, c'est P1. Puis aussi, on a le P2 jusqu'à P9, comme on nous a montré tout à l'heure. Donc, au début, j'ai quoi? J'ai un pixel blanc ici. Donc, en gris, c'est le noir. En fait, c'est du 0. Hein. Donc, en blanc, c'est du 1 et en gris, c'est du 0. D'accord? Donc, en rouge, j'ai une fenêtre de 3 x 3. Et donc, je cible mon pixel en haut à gauche dans le coin. Et qu'est-ce que je fais? Je commence l'algorithme. Et l'algorithme, il me dit quoi? Il me dit, combien j'ai de transitions de 0 à 1 autour de mon image, de mon pixel. Donc ici, c'est P1, d'accord? Donc, on va le faire manuellement juste pour que vous donniez une idée. Est-ce que ici, vous pouvez me dire combien il y a de transitions 0, 1 autour de mon pixel? Donc, je démarre de là. Est-ce qu'ici, vers ici, il y a une transition 0, 1? Oui, non? Non.
Est-ce que d'ici à là, il y a une transition 0,1? Oui. Est-ce que de là à là, il y a une transition 0,1? Non. Est-ce que de là à là, il y a une transition 0,1? Non. Non. Est-ce que de là à là, il y a une transition 0,1? Non. D'accord, ici, Non. ici. Non. 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 Donc, au total, A, on est dans la règle 1, AP de 1 égale à combien? égal à Un. 1. Très bien. Est-ce que dans mon algorithme, Et B est c'est égal à 3. voilà, alors B de P1 égale oups, 3. 3. Très bien. Alors, maintenant, je vais vous poser la question qui est, est-ce que la règle C et la règle D sont satisfaites? La règle C, c'est quoi? C'est le pattern Est et la règle D, c'est le pattern Sud. Vous me dites si les pixels qui sont ici, les pixels qui sont là, voilà, qui sont au centre de PI, est-ce que lorsque je les multiplie, égal à 0? Oui. Les deux Oui. satisfaites. Oui. Quand je prends ici mon pattern Est, est-ce que c'est égal à 0? Oui. Je prends mon pattern Sud, est-ce que c'est égal à 0? Oui. Alors, P1 est candidat à être éliminé. Pourquoi? Parce qu'il satisfait la première règle qui dit que A doit être égal à 1. La deuxième règle, que le BP il doit être compris entre 2 et 6. Oh là là. Donc ça, c'est satisfait. La troisième règle qui dit que C est égal à 0, oui. La quatrième règle égale à D. Donc oui, il satisfait les 4 règles ici. Donc P1 est un candidat. Alors, je vais le faire en surligné ici comme ça pour montrer qu'il est P1 est candidat. Je ne l'élimine pas tout de suite parce que mes voisins, ils dépendent encore de P1. Donc, je le fais uniquement, je le rajoute à la liste des candidats à éliminer. Et je continue mon balayage. J'applique la même chose. Est-ce que combien j'ai de transitions ici? Rapidement, rapidement cette fois. Allez. Il y a 1, 2 transitions. On est d'accord? Je suis ici. 3. Non, Madame, P1. Ah là. 0, 1. 0, 1. 1, 0, non. 0, 1. Combien j'ai de transitions? 0, 1. Autour de ce pixel. 2. 2, 2. 2. Alors, bien comme les autres règles, A, P1 égale à 1, c'est pas satisfait, alors je continue pas et n'est pas candidat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. Très bien, je continue. Fais la même chose. Combien j'ai de transitions autour de head le pixel? Une. Une transition. Merci. Très bien. C'est satisfait. La deuxième, c'est combien j'ai de pixels non nuls autour de head le pixel? 2. Très bien. Est-ce que ça satisfait cette deuxième règle? Oui, parce qu'on a 2 est supérieur ou égal à 2. Donc oui, cette règle est satisfaite. Maintenant, je passe à mon pattern Est. Est-ce qu'elle est satisfaite? Oui. Très bien. Alors, mon pattern Sud. Oui. Très bien. Satisfait. Alors ce pixel est candidat. Je continue. Combien j'ai de transition 0, 1? 0, 1. Toujours 0, 1. Combien j'ai de transition 0, 1? Une. Une. Très bien. Est-ce que ça satisfait la première règle? Oui. Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls? 3. Est-ce que ça satisfait la deuxième règle? Oui. D'accord. Est-ce que les patterns Est est satisfait? Oui. Est-ce que le pattern Sud est satisfait? Oui. Très bien. Alors, c'est les candidats. Je passe au suivant. Et combien j'ai de transition 0, 1? Une. Une. Est-ce que ça satisfait ma première règle? Oui. Très bien. Combien j'ai de pixels non nuls autour de mon pixel? 4. Est-ce que ça satisfait Ouais. la deuxième règle? Oui. Très bien. Est-ce que le pattern Est, il est satisfait? Oui. Est-ce que Oui. le pattern Sud est satisfait? Oui. Oui. Super. Donc, tous ces candidats, on a fait la première itération. Tout ce qu'on vient de faire là, c'est la première itération où on a appliqué pour chaque pixel les règles A, B, C, D. Une fois que j'ai appliqué ça, j'ai passé ma première itération, je peux les éliminer. Dans ce cas-là, parce que c'est un
exemple très très facile, à la fin, je me retrouve avec un pixel. Ça veut dire que je ne peux rien faire de mon algorithme, il s'arrête. Mais dans des cas plus grands, je peux passer à ma deuxième itération où je fais ce qu'on a fait, on vient de faire deux cas, mais avec les règles A, B, C' et D', où on cherchera cette fois les patterns ouest et les patterns nord. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair Oui. le petit Oui, exemple? madame. D'accord. Donc ça, c'est clair pour le déroulement de l'exemple. C'est très lent, mais maintenant, je comprends que vous êtes un peu plus rodés. Alors, on va essayer avec l'algorithme, avec l'image qu'on nous a donnée. Donc, on va tout de suite skipper les pixels nuls. On va directement aller aux pixels non nuls. J'ai la première grille. J'ai un pixel. Combien j'ai de transition? Une. Très bien. Est-ce que ça satisfait la première condition? Oui. Combien j'ai de pixels non nuls autour? 4. Est-ce que ça satisfait la transition? La condition? Oui. B. Très bien. Est-ce que le pattern est satisfait? Oui. Oui. Est-ce que le pattern sud est satisfait? Oui. Très bien. Oui. Alors, les candidats. C'est un candidat. Je passe au suivant. La même chose. Combien j'ai de transition? Une. Très bien. Est-ce que ça satisfait? Oui. Oui. Très bien. Combien il y a de pixels non nuls? 4. 5. 5. Oui, il y a 5. Oh, Jeune homme, attendez. Le pixel qui est à gauche de mon pixel, il est sélectionné, il n'est pas encore éliminé. Ils ne sont pas encore éliminés. D'accord? Ils sont en instance. Mais elles ne بدلوهمش. Une fois qu'on a fini, on a balayé toute l'image. Jusque-là, on les a rajoutés dans une liste de, de candidats à changer à la fin de mon algorithme. Tant qu'on n'a pas parcouru toute l'image, leur valeur, elle restera toujours 255. C'est pour ça que je les ai mis en surlignés. Je ne les ai pas mis à 0. Ils ont encore la valeur 1. Donc, il y a combien de voisins autour de mon pixel dans ce deuxième cas? 5. 5. Est-ce que vous arrivez à voir qu'il y a 5? Oui. Oui, madame. Voilà. Alors, est-ce que le pattern est satisfait? Oui. Et le pattern sud? Non. Non. Ah ben celui-là, il n'est pas à garder parce qu'il n'a pas. Il faut être sélectionné, il faut satisfaire les 4 règles. Et là, il n'a pas satisfait. C'est là, bah, je l'ai pris. Ah, je me suis trompée. C'est moi qui me suis trompée, je m'excuse. Il ne faut pas le prendre. Il ne respecte pas la règle ici. D'accord? Je m'excuse. Je vais refaire l'exercice en corrigé. Ah là là. Là, je passe au pixel suivant. Combien il y a de transitions? Une. D'accord? Combien de pixels non nuls? 3. D'accord? Est-ce que ça satisfait le pattern est? Oui. Oui. Le pattern sud? Oui. Très bien, on le sélectionne. Moi, j'aurais dû commencer par celui-là, mais allez, c'est pas grave. Et alors, on commence par celui-là. On va voir, plutôt on va continuer avec celui-là. Combien il y a de transitions? Une. Combien il y a de pixels non nuls? 2. 2. Très bien. Est-ce que les patterns est et sud sont satisfaits? Oui. Oui. Eh ben, on le sélectionne. On continue. Alors, combien j'ai de transitions? Une. Ah bon? 2. Ah, 2. 2. 2. Donc, il ne satisfait pas la première condition. Hop, je ne le prends pas. Je passe au suivant. Combien j'ai de transitions? Une. Combien j'ai de voisins? Non nuls. 4. Ah bon? Oui. 4, c'est moi qui suis comme des talents et derrière 4. Est-ce que les deux patterns sont satisfaits? Oui. Eh ben, on le sélectionne. Très bien. On passe ici au suivant. Alors, combien j'ai de transitions? Une. Combien j'ai de voisins non nuls? 4. Très bien. Est-ce qu'il satisfait les deux patterns? Oui. Très bien, on le sélectionne. On continue. Combien j'ai de transitions? Une. Très bien. De voisins non nuls. 7. Est-ce que ça je satisfait fais la quoi? condition? Non. Voilà, parce qu'il dépasse, c'est entre 2 et 6. Donc, je ne le prends pas. Alors, celui-là, j'ai combien de transitions? J'en ai même pas, j'ai 0. 0. Voilà, carrément. Ici, j'ai une transition.
D'accord, mais combien j'ai de voisins? 5. Très bien. Est-ce que les patterns sont satisfaits? Oui. Eh ben, on le sélectionne. Oui. Très bien. On passe à celui-là. Ça sera lent, hein. Il faut vous accrocher, allez-y. Encore un peu de courage, un peu de courage. On fait au moins une itération, au moins une. Ok, on va bientôt finir, allez-y. Alors, ici, combien de transitions? On a une transition. Une. Combien de voisins? Un, 3. un, 3 voisins. trois Est-ce que voisins. les patterns sont satisfaits? Oui. Oui. Très bien. On passe à suivant. Une. Oui, Une transition. Trois. Trois oui. voisins. Ils sont satisfaits. Très bien. Celui-là. Une. 5. Non. Non. Ah ben, on ne le prend pas. Celui-là. Une. 5. Oui. Oui. Très bien. Vous allez commencer à remarquer quelque chose. Allez-y, allez-y. Encore rapidement. Une. 5. Non. Non. Très bien. Alors là, c'est carrément non, parce qu'on est à Non. l'intérieur. Non. Non. Est-ce que oui ou non? Oui. Très bien. Oui. Ah non, non. Oui. Et celui-là. Oui. Bravo. On continue. Encore. Et celui-là. Non. Et celui-là. Oui. Très bien. On continue. Oups. Allez-y. Non. Celui-là, bon, allez, spoiler. C'est un. Et celui-là. Oui. Ah bon? Oui, 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 Non, oui, oui. non. Oui. Non, parce que le pattern sud n'est pas satisfait. Ah oui. Ah si, non, il n'est pas satisfait. C'est moi le dessin qui. Parce que en vrai, c'est la même. Le cadre هذاك راه C'est Ah, il y a... l'image qui n'a pas. Ici, regardez. Hein. Ici, la largeur, c'est pas la même qu'ici. Donc, à chaque fois, même si j'ai le même cadre, les hauteurs, elles changent. Je ne peux plus garder la même valeur. Mais allez, c'est pas grave. Ici. Non. non. Voilà. Ici. On voit qu'il y a Non. beaucoup trop de voisins. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup trop de voisins. On voit qu'il y a beaucoup trop de voisins. On voit qu'il y a beaucoup trop de voisins. On voit qu'il y a beaucoup trop de voisins. On voit qu'il y a beaucoup trop de voisins. Ici, oui. Et ce que vous allez commencer à remarquer, c'est que tous les bords est, ainsi que les bords nord et sud, vont commencer à disparaître. Et selon les patterns, il va accentuer sur certains coins. Par exemple, ici, on est dans le est-sud. Tous les bords ouest ne sont pas supprimés. Ici, par exemple, les bords ouest ne sont pas supprimés. Les bords ouest ne sont pas. Donc, on va continuer ainsi comme ça. On va continuer comme ça. On va voir que ce qui est à l'intérieur ne change pas, évidemment, parce qu'il est entouré de voisins. Et on continue, encore, on continue. Donc, l'ouest n'est pas concerné parce qu'on est dans la première itération où on s'intéresse uniquement aux patterns est et sud. Donc, on va éliminer uniquement les coins supérieurs, est et sud, l'ouest, et ainsi de suite. Donc, hop, on continue. Tout ce qui est à l'est est éliminé toujours. Toujours ce qui est à l'est est éliminé. Et au sud. Tout ce qui est au sud et à l'est est éliminé. Le nord est partiellement éliminé, pas toujours, et c'est pour ça qu'on appelle le pattern sud-est. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé tout ce qui est au sud est éliminé, et tout ce qui est à l'est est éliminé. Une fois que j'ai parcouru mon image, c'est-à-dire que je suis arrivée là, je suis arrivée ici, donc j'ai fini ma première itération. Qu'est-ce que je fais? Toutes ces valeurs qui ont été ici sélectionnées, là que je suis en train de passer avec mon stylo, on va changer de couleur, rouge, on va dire, voilà. Toutes ces valeurs ici, qui ont été ici sélectionnées, on va les mettre à 0. D'accord? Et puis, on ne va pas recommencer l'algorithme, on va passer à la deuxième itération. Et la deuxième itération, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci avec les deux autres patterns, ouest et nord. Et ce que vous allez remarquer dans la deuxième itération, c'est que tous les pixels qui sont en haut, cette fois-ci, vont être éliminés, partiellement certains qui sont en bas, ceux qui sont à l'est jamais et ceux qui sont à l'est toujours. Et donc, c'est ce que vous allez continuer. Donc, une fois vous vous intéressez au sud-est, une fois vous vous intéressez au nord-est.
vous éliminez. Une fois sud-est, vous éliminez. Nord-ouest, vous éliminez. Et vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez, jusqu'à ce qu'à la fin, que vous ne retrouvez qu'avec une seule ligne qui représente un squelette de votre forme. C'est le squelette. Donc, c'est le squelette de la forme initiale que vous avez. Et vous avez vu, c'est un très long algorithme. Hein. Il est lent. Hein. Mais une fois que vous êtes rodé, comme là, vous avez vu, on a fait très rapidement quand même pour une première itération, on arrive à obtenir des résultats assez rapidement. Sans regarder l'algorithme, on peut, quand on a bien compris les patterns, quand on a bien compris les règles, on peut le faire manuellement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'à ce qu'on a fait là pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir le chat. Non, non, c'est compris. Très clair. Bah, je suis contente que ça soit clair. Maintenant, moi, ce que je vais vous demander, parce que c'est important, il faut. Alors, autant. Alors, j'ai jeté un coup d'œil à vos. Je vous ai donné la semaine dernière un exercice à faire, une preuve à faire. Donc, bon, ceux qui m'ont envoyé, après, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Puis, je vais vous partager à tout le monde après pour les autres. Ce que j'aimerais que vous fassiez. Alors, j'ai pas pu terminer, honnêtement, parce que c'est pas comme un tableau. Regardez ce qu'il fallait faire pour faire ça. Hein. Donc, j'ai pas pu tout finir, j'ai pas pu faire la deuxième itération. Je vais le faire après, je vais le continuer, je vais vous l'envoyer. J'aimerais que vous fassiez la deuxième itération, mais et que vous terminiez l'algorithme de squelettisation et vous me donnez uniquement le résultat. Vous n'êtes pas obligé de me donner toutes les étapes. Mais j'aimerais que vous appliquiez. Donc, vous prenez l'image que vous avez que vous a donné, que vous avez dans le TD, cette image-là, et vous appliquez comme on vient de faire l'algorithme, d'accord? Donc vous l'appliquez. Donc ça c'est la première itération. Vous appliquez la seconde itération, vous appliquez encore une fois la première itération, vous appliquez encore une deuxième fois, jusqu'à ce que vous ayez un squelette final. Et vous m'envoyez le squelette final. Je veux que vous sachiez comment appliquer cet algorithme. D'accord? C'est important. Ok? Vous aurez ce genre d'exercice, l'examen. D'accord. D'accord. Et si c'est possible que ce soit encore plus grand que ça, encore plus grand que ça. Donc, il faut bien, bien appliquer. Alors, j'aimerais vous poser, donc à ce point-là. La deuxième point que j'aimerais vous poser, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la séance d'aujourd'hui? C'est quelque chose qui n'est pas clair ou est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez comprendre? Un point ou là? Hmm. Oui, non. Alors, je vais voir le chat. Non, c'est clair. Bah, super, mais je suis très contente quand vous me dites ça. Ben, très bien. Donc, Non, vous non, n'avez في pas la de questions? deuxième itération. Oui. في la deuxième itération نخدمو بعدك شغل نرجعهم بزيرو بعد نكملو نخدمو. Ouais, c'est ce شغل que j'ai dit. نيليمينيوهم داك. Hmm. Ouais, je l'écris ici dans l'algorithme. Oh là là, c'est ici. Une fois qu'on a on a ici, on a fait quoi? On avait juste rajouté des listes ALP. Avant de passer à la seconde itération, j'élimine les pixels. Tous ces pixels que j'avais sélectionnés, qui sont ici en gris, là, qu'on a fait ici, qu'on a sélectionnés, qui sont devenus en gris. Tous ces pixels qui sont là en gris, là, voilà, qu'on a sélectionnés. Tous ces pixels qu'on a sélectionnés, à la fin de ma première itération, ils reviennent au zéro. Ça devient ici des zéros. Ah, là, je vais mettre en rouge. Allez. Pourquoi il me fait toujours en noir? Voilà. J'aurai des zéros, j'aurai des zéros, j'aurai des zéros, j'aurai des zéros. Et une fois que j'ai tout transformé en zéro, je passe à la seconde itération. D'accord? Et si vous êtes assez bien, assez rodé en OpenCV, je vous invite à le faire directement pour vérifier sur OpenCV si ce que vous avez fait est correct. D'accord? Oui, madame. Merci. D'accord. Donc ça, c'est réglé pour ce point. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, je vous ai envoyé donc sur le chat le formulaire de la liste des présences. Donc vous envoyez. Je vais le laisser. Je ne sais pas s'il y a encore il y a déjà des gens qui ont quitté ou pas.
Mais bon, voici le formulaire. Il faut marquer votre présence. Parce que je donne la liste après à Monsieur Larabi. D'accord? Donc, marquez votre présence ou je vais regarder le formulaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, jeudi, on a dépassé de beaucoup hein, la séance. J'espère j'espère au moins ça a été utile. J'espère faire tout. C'est l'essentiel pour moi. Donc, Inch'Allah, tout bien, faire tout bien les exercices. Oui, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie, je suis très contente. Donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire et je vous dis à la semaine prochaine. D'accord? Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, au revoir. Salam.